Je peux le décrocher, ouais, c'est ça, faire un peu comme Michel Louvain, alors bonsoir. Non, bonjour, Gloop Gloop, j'espère que vous allez tous bien, encore une fois. Je suis désolé pour le retard, le petit retard qui était dû au fait qu'il semblerait que la SAQ a racheté votre terminus d'autobus. Et, ben oui, et que le nouveau terminus d'autobus, qui est l'ancienne gare en passant, est très joli parce qu'il est recouvert de graffiti. Pourtant, les gens dans l'autobus ne semblaient pas partager mon avis parce qu'ils disaient que, bon, il était bizarrement décoré pour un arrêt d'autobus, mais bon, on a quand même débarqué. Je voudrais également vous remercier de m'avoir invité ici. Ça me fait toujours plaisir de voir qu'il y a des gens qui partagent le plaisir de la crème messagère. Alors aujourd'hui, moi personnellement, comme les Ententistes, on est plus une désorganisation qu'une organisation. Il n'y a pas vraiment de plan de match au niveau de la conférence. Peut-être, si vous voulez, ce que je vous propose, on peut aller faire un tour sur le site tout à l'heure. J'en ai une petite cassette vidéo avec quelques entartements, même si c'est pas mis à jour. Et ce que je propose, en fait, je pense qu'il serait mieux, ça serait d'avoir une discussion. Vous pouvez me poser des questions sur n'importe quoi qui a rapport à l'entartement. Je pense que, comme porte-parole du groupe, je peux répondre à peu près toutes les questions. Et si vous voulez, je peux peut-être commencer par faire un petit historique rapide de l'entartement pour vous mettre un peu dans le contexte, puis parce que bon, ça ressemble à une salle de classe, un peu tout d'un coup, on a envie de dire des choses sérieuses. Premièrement, on a une raison d'être tous fiers, c'est que, à mon avis, l'entartement moderne du 20e siècle est né de la main de l'imagination d'un Québécois, un Québécois anglais certes, mais un Québécois qui était natif de Danville et qui s'appelle Max Sennett. Max Sennett, à ne pas confondre avec Brock Sennett, qui était son cousin, lui qui faisait complètement autre chose. Max Sennett est natif donc de Danville, et lui a, en fait, dans un restaurant, il a vu pour la première fois un serveur accourir vers un client qui avait commandé son dessert, et c'était une pointe de tarte. Et le serveur a accouru vers le client qui partait sans prendre son dessert et sûrement sans payer aussi, et il s'est enfargé, il a échappé la tarte seulement sur la poitrine de l'individu en question, et Max Sennett, qui était présent, qui a vu cette scène-là, qui a vu le restaurant partir à rire, s'est dit, avec une simple pointe de tarte, imaginez une tarte en entier dans le visage de Jean Charest. Mais là, je dévance un peu l'historique. Donc, Max Sennett, voyant le rire spontané qui a été déclenché par la tarte à la crème, a décidé de l'utiliser. Parce que Max Sennett est, en fait, la première personne qui s'est exilée à Hollywood, et il avait des studios à Hollywood. C'est lui qui, entre autres, en plus de lancer des tartes à la crème, a aussi lancé la carrière de Charlie Chaplin et de plusieurs autres grands comiques à l'époque du cinéma muet. Et donc, déjà, Max Sennett a beaucoup apporté dans le cinéma de l'idée de la tarte à la crème. Et déjà, à l'origine, si vous regardez, je ne sais pas, les films de Charlie Chaplin, par exemple, ou des films de Laurel et Hardy, où il y a de la tarte à la crème, il y a des entartements, je dirais qu'à la base même, déjà à l'époque où c'était seulement dans le cinéma, entre parenthèses, déjà à cette époque-là, la tarte visait toujours le symbole d'autorité. Pour nous, c'est sûr qu'il y a des motivations politiques à faire l'entartement, à le pratiquer. Mais évidemment, en dehors de ça, nous on dit qu'il y a un espéranto de la tarte à la crème qui fait qu'en dehors de toute forme de politique, je pense que tous les gens, même ceux qui ne sont pas politisés, peuvent comprendre le symbole de la tarte à la crème, parce que comme je le dis, déjà le cinéma muet à l'époque, la tarte à la crème, principalement, c'est sûr que souvent ça pouvait dégénérer et donner des trucs comme dans Battle of the Century de Laurel et Hardy, où il y a une scène magnifique où une rue entière se lance des tartes. Il doit y avoir 200, 300, 400 tartes qui revolent. C'est vraiment de toute beauté. Mais déjà, donc, à l'époque où c'était seulement dans le cinéma, déjà ça s'adressait principalement aux gens de pouvoir. C'est-à-dire que la première personne qui reçoit la tarte dans un film noir et blanc, c'est règle générale le roi, le policier, le directeur d'école, le professeur méchant, le parent répressif. Donc, à notre avis, il y a vraiment un espéranto de la tarte à la crème qui fait que, pour nous, c'est un symbole de dérision envers l'autorité qui est universellement connue par les gens, peu importe la langue qu'ils parlent et peu importe leur niveau de politisation. Je pense que même les enfants, quand ils voient un politicien ou quelqu'un avec une tarte à la crème, ils comprennent immédiatement le sens de la dérision. Et nous, si à mon avis, ça c'est un peu la partie
artistique de la tarte à la crème. Je dirais que par la suite, un peu, parce que évidemment, les gens vont nous dire que la tarte à la crème était uniquement dans le spectacle, dans les films, et à partir des années 60, il y a des gens, des dévoués entarteurs, qui ont commencé à l'amener dans un monde plus grand, c'est-à-dire dans celui dans lequel on vit. À notre avis, pour nous, il n'y a pas beaucoup de différence entre un film comique et une prestation de politicien, puisque les politiciens n'écrivent pas leurs propres textes, qui sont de très mauvais comédiens, que souvent ce ne sont même pas eux qui sont aux commandes et qui prennent les décisions. Donc pour nous, d'amener la tarte à la crème dans des événements comme ça, parce que, règle générale, on en tarte jamais dans l'intimité des gens. Donc, on ne sort pas dans dessous du lit d'un politicien là, pour faire « Oh, glou, glou! » Donc, on ne va jamais dans l'intimité des gens. On va seulement dans des lieux, dans des agoras, des forums où les figures publiques invitent déjà la population. Donc, nous, comme on fait partie de la population, effectivement, comme nous tous, on décide de répondre à l'appel des politiciens dans ce cas-là et d'y aller avec une tarte à la crème. Donc, à partir des années, fin des années 60, il y a deux vagues un peu qui sont combinées. C'est aux États-Unis et en Belgique. En Belgique, il y a nos amis belges avec Noël Godin et sa célèbre troupe d'entarteurs qui ont, entre autres, le coup le plus fumant dont vous avez sûrement entendu parler. Ils ont réussi à entarter l'homme le plus riche du monde, Bill Gates, il y a quelques années. C'est quand même un coup, je pense, qui a fait du bien à la plupart des gens de voir que même quelqu'un qui fait quelque chose comme 30 millions de dollars par jour n'est pas à l'abri du ridicule. Donc, encore une fois, je pense que ça a été une très grande inspiration. Et d'un autre côté, il y avait aussi aux États-Unis un comique qui s'appelait Pie-Man. Qui lui a été un peu avec A.B. Hoffman et un peu avec cette bande-là dans les années 60-70 au niveau de la guérilla urbaine. Et lui aussi a commis de l'entartement pendant environ une trentaine d'années sur des personnes assez dangereuses comme William Colby, qui était à l'époque directeur de la CIA. Ce qui nous fait dire que donc, on peut entarter en toute impunité, parce que si Pieman a réussi à entarter un directeur de la CIA et qu'il est toujours aujourd'hui vivant, ventripotent et bien content pour venir nous en parler quand on a la chance de le rencontrer. C'est donc la preuve, encore une fois, que l'entartement, je pense que la plupart des gens le prennent pour ce qu'il est, c'est-à-dire un ridicule passager. Donc, à partir de là, il y a eu de l'entartement qui a été fait en parallèle en Belgique et aux États-Unis, je dirais pendant les années 60, 70, 80, évidemment d'une façon espacée. Nous, ici, on a déjà des antécédents. Il y a un groupe qui existait au Canada, je pense plus dans l'Ouest canadien, à Vancouver, qui s'appelait les Groucho marxistes. Qui ont existé, eux, il y a environ, je dirais, une quinzaine d'années. Et on a très peu d'informations sur eux, malheureusement. Nous-mêmes, on aimerait en avoir. Et on sait qu'entre autres, ils ont entarté à l'époque Marc Lalonde et plusieurs autres personnes là, ici au Canada. Je pense Jean Doré aussi à l'époque, que nous, on aurait entarté par la suite, parce qu'évidemment, on ignorait que les Groucho marxistes l'avaient déjà fait avant nous plusieurs années. Nous, ici, les antartistes, la faction canadienne, locale, québécoise, on a commencé en 98 à entarter. En fait, on avait en 95 commencé par un concours. On avait lancé une espèce de concours qui s'appelait l'Otarte Québec, où on invitait les gens à... En fait, on avait fait une cagnotte qui s'élevait à un montant, je pense, de 300-350 $. Et on remettait la cagnotte à la première personne qui réussissait à déposer une tarte à la crème dans le visage de Jean Chrétien, qui était déjà, à l'époque, qui polluait déjà le paysage politique. Ça fait quand même longtemps qu'il pollue le paysage politique, M. Chrétien. Et donc, on a fait ce concours-là. La cagnotte montait parce qu'évidemment, les gens participaient pour donner de l'argent dans la cagnotte. Donc, la cagnotte est passée de 350 à 500 à 600 $, mais jamais personne n'osait aller finalement entarter. Et bon, comme on était très mal pris, qu'on avait besoin d'argent, mais plusieurs années plus tard, on a décidé de mettre la main à la pâte et de passer à l'action par nous-mêmes. Je blague un peu, mais effectivement, on a fait un premier appel comme ça en 95, et en 98, on est finalement passé à l'action avec notre premier entartement qui a été celui de Jacques Duchesneau, que peut-être certains d'entre vous connaissez, qui était ancien chef de police à Montréal, qui se présentait à la mairie aussi. Nous, personnellement, la raison première pour laquelle on a choisi de l'entarter, c'est que M. Duchesneau faisait, règle générale, partie des organismes qui fonctionnent par hiérarchie. Parce que M. Duchesneau a été dans l'armée, il a été dans la police, il a même été chef de la police, et il a également fait des stages pour le FBI, financé à même nos taxes, parce que la GRC, je suis heureux de vous l'apprendre, sûrement qu'ils ne vous l'ont pas dit, mais la GRC a financé la candidature de Jacques Duchesneau pour qu'il se présente dans un poste élevé au FBI. Donc c'est quelqu'un qui fonctionnait toute sa vie au niveau le plus con, qui est le plus gradé, a raison.
Et en démocratie, on sait qu'on ne fonctionne pas d'une façon hiérarchique comme ça. C'est pas le chef, parce qu'il est le chef qui dit des ordres aux autres, même si plusieurs politiciens pensent que c'est ça la démocratie. À notre avis, c'est pas ça la démocratie. C'est donc pas quelqu'un qui vient en tant que chef prendre le contrôle. Et c'est triste pour M. Chesneau parce qu'il nous a accordé un très grand pouvoir politique, même 1 an et demi après sa défaite. Il continuait de nous blâmer, nous, avec nos petites tartes à la crème, pour sa défaite aux élections. C'est très flatteur de sa part, mais je pense que M. Chesneau aurait plutôt avantage à regarder son programme électoral, à regarder son passé de policier et à se regarder lui dans un miroir avant de blâmer nous là, pour sa défaite électorale en tant que telle. Donc, depuis ce temps-là, l'entartement, maintenant, depuis, on a rencontré des amis belges, des amis américains, des amis de Hollande. Donc, on a rencontré des entarteurs d'un peu partout, à 3 reprises. Et ce que je dirais où on en est rendu maintenant, d'ailleurs, encore la semaine dernière, il y a 2 semaines, on a eu la visite de nos amis belges. On a fondé ce qu'on appelle l'Internationale des anarcho-pâtissiers. Ce que ça fait l'international, en fait, c'est qu'on s'est rendu compte que, comme il y avait des entarteurs partout, surtout évidemment dans les sociétés médiatisées, parce que, bon, sur la place Tiananmen, il n'y a pas beaucoup de gens qui entartent, et les apatistes ont choisi de prendre les armes, mais évidemment, c'est dans un contexte politique différent. Je pense que dans les sociétés médiatisées, on a vu que la tarte à la crème avait effectivement un très grand pouvoir, parce que nous, on considère qu'on attaque directement le talon d'Achille du politicien, c'est-à-dire son image publique. Parce que la plupart des gens, à notre avis, ne connaissent pas les programmes des partis politiques et ne cherchent pas à connaître les programmes des partis politiques. Je pense que s'il y a quelqu'un que les entartistes ont vraiment fait chier, c'est une firme qui s'appelle National, qui est une firme de publicité qui s'occupe de tous les événements politiques. C'est-à-dire que c'est des gens... Je prends par exemple l'événement Jacques Chesneau. Quand Jacques Chesneau a fait sa soirée, ça lui a coûté 75 000 pour avoir une chanson thème, pour avoir de la bière, pour avoir des pretzels, pour remplir la salle de partisans et donc, en conséquent, pour acheter la une des médias le lendemain. Pour être sur la couverture de tous les médias le lendemain en disant « Jacques Chesneau, le sauveur de Montréal ». Nous, avec à peine 12 $ de crème, un peu de sens de l'humour, on a réussi à détourner ce 75 000 $-là d'investissement. Jacques Chesneau a effectivement eu la une comme il l'avait eu, mais comme il la désirait, mais pas tout à fait de la même façon. Donc, dans ce sens-là, nous, on considère qu'on détourne des événements médiatiques. Et donc, comme je dis, l'entartement, à mon avis, est symptomatique des sociétés médiatiques. Et donc, on a formé l'Internationale des anarcho-pâtissiers, qui est composé d'entarteurs qui sont en France, aux États-Unis, en Hollande, en Afrique. Il y a vraiment des entarteurs un peu partout. On s'est rencontrés déjà à plusieurs reprises. Et entre autres, en l'an 2000, on a eu la 12e rencontre de l'Internationale des anarcho-pâtissiers. Et on a entarté avec une équipe de choc, une escouade tactique composée d'internationaux, de gens qui venaient d'un peu partout à travers la planète. On est allé entarter, entre autres, Bernard Landry, qui à l'époque était ministre des Finances. Il n'était pas encore pontife autoproclamé du Québec. Il était seulement ministre des Finances. Et comme on était 30 et on s'est dit que c'était un peu dur de s'acharner à 30 tartes sur une tarte, c'était quand même un peu cruel. On s'est dit, parce que c'était une conférence économique qui comptait les 100 chefs d'entreprise les plus brillants et donc les plus crosseurs, à mon avis, du Canada, des gens qui souffrent vraiment de l'esprit d'entrepreneur shit. Et ce qu'on s'est dit qu'on allait entarter la table au complet du ministre des Finances, en se disant que les gens qui étaient assis avec le ministre des Finances seraient immanquablement les pires. Parce qu'évidemment, pour être assis à côté du ministre des Finances dans un banquet comme celui-là, il faut avoir certaines entrées. Et c'est ce qu'on a fait. On a entarté donc avec des entartistes qui venaient d'Afrique, des entartistes qui venaient de Hollande, qui venaient de Californie, d'un peu partout à travers le monde. Et encore une fois, c'est ce qu'on a reproduit un peu aux élections parce que on avait certains problèmes logistiques. Moi, malheureusement, j'ai un peu le problème de Noël Godin en Europe, alors on se fait des échanges. Parce que Noël Godin, il est trop connu quand il va entarter, donc il peut moins entarter maintenant. S'il arrive à Cannes pour aller entarter quelqu'un, les gens le reconnaissent d'avance. Ils disent « Oh, monsieur l'entarteur, qui venez-vous faire cette année? » Alors c'est un peu un problème pour lui pour entarter. Alors on se fait des échanges. Comme ici, pour le coup de Jean Charest, j'étais plus reconnu, j'ai servi de diversion pendant que Noël s'est occupé de notre ami Jean Charest. Et donc, on se fait des échanges comme ça avec l'international, parce qu'on se dit, de un, on aimerait pouvoir faire des coups simultanés. Je m'explique, par exemple, si on décide d'entarter Shell, je prends une compagnie comme ça au hasard, là, avant qu'ils me prennent en gauche, Shell, ou SO, ou Petro-Canada, ou n'importe quel. Je dis Shell parce qu'il y a des succursales un peu partout à travers la planète. Ou McDo, par exemple, si on décidait de faire un coup contre un de ces organismes-là, bien, on pourrait simultanément entarter le président de McDo Canada, McDo États-Unis, McDo France, McDo, peu importe, d'aller vraiment de faire des coups comme ça en simultané ou Shell. L'autre avantage également qu'on fait, c'est qu'on se fait des échanges. Par exemple, nos amis belges ont un running gag qu'on appelle, qui s'appelle Bernard-Henri Lévy.
Si vous n'êtes pas au courant, Bernard-Henri Lévy est une espèce de philosophe, et Noël Godin le résume très bien en disant que c'est un être qui pue des yeux. Je pense que ça dit tout. C'est un espèce d'intellectuel qui lui-même, Bernard-Henri Lévy, quand il s'adresse à des gens, dit qu'il aimerait être considéré comme un Vatican mobile des idées. Donc, vous pouvez voir un peu le genre de péteux que c'est. Et lui a été entarté jusqu'à maintenant à 6 reprises. Et parce qu'évidemment, nous, il y a une éthique de l'entartement qui est qu'on ne réentarte que des gens, parce qu'on est des gens extrêmement éthiques. Je vais revenir un peu plus tard là-dessus, un peu plus tard. On a une éthique dans la façon de poser la tarte, mais on a aussi une éthique de l'entartement qui fait qu'on ne réentarte jamais une personne à moins qu'elle ait mal pris son premier hommage. Je m'explique. Par exemple, lors des dernières élections qui ont juste eu lieu dernièrement, on a décidé d'entarter pour nous, on est des partisans du scrutin proportionnel. On considère que tant que le scrutin proportionnel ne sera pas mis en vigueur, qu'il est un peu puéril de penser qu'on est dans une démocratie. On a juste à regarder le rapport du mouvement pour une démocratie nouvelle qui est sorti suite aux élections. En comptant au niveau national, on peut voir que pour élire un député libéral, il a fallu en moyenne 23 000 votes. Pour élire un député péquiste, il en a fallu en moyenne 28 000. Et pour élire un député de la DQ, il a fallu en moyenne 175 000 votes. Donc, moi, je ne suis pas particulièrement un partisan de la DQ, loin de là, mais je suis un partisan du scrutin proportionnel. Je pense qu'on voit, avec des résultats comme ceux-là, et surtout quand on voit que 30% de la population n'est pas allée voter, parce que justement, je pense que la plupart des gens se disent que leur vote n'a pas de poids, comme il n'est pas tenu au niveau proportionnel. On s'était dit donc qu'on voulait entarter les 3 candidats. Et sauf que ce qu'on n'avait pas dit, parce qu'on voulait que Bernard Landry quand même passe une bonne fin de semaine, une dernière fin de semaine de campagne, c'est qu'on ne pouvait pas réentarter Bernard Landry parce qu'il avait déjà été entarté il y a 2 ans comme ministre des Finances et qu'il n'avait pas porté plainte. Donc, dans l'éthique de la tarte, pour en revenir à Bernard-Henri Lévy, on ne réentarte que des gens qui le prennent très mal. Bernard-Henri Lévy, à son premier entartement, a pris Noël Godin, il l'a mis par terre, il a dit « Lève-toi, je te casse la gueule, lève-toi » Alors, venant de la part d'un philosophe de gauche, ça a quand même eu un drôle d'effet, et ça l'a continué d'entartement en entartement, parce que nos amis belges l'ont entarté une 2e fois, et à partir de la 2e fois, lui ont dit Monsieur Bernard-Henri Lévy, vous n'avez seulement qu'à nous montrer que vous êtes capable de ridicule devant des gens et on va vous laisser tomber. Donc, vous n'avez qu'à chanter « Où est passé le chapeau de Madame Zozo » ou n'importe quelle autre connerie comme ça, et on va vous laisser tomber. Et malheureusement, Henri-Bernard Lévy, qui est vraiment un pince sans rire, n'est pas capable d'accepter une simple dose d'humour et donc a été entarté 6 fois. Tout ça pour en revenir encore une fois, et pas toujours par nos amis belges. C'est ce qui est intéressant, c'est que les gens se réapproprient la tarte. La 5e fois que Bernard-Henri Lévy a été entarté, personne ne sait qui l'a fait, sauf l'entarteur ou l'entarteuse en question. Nous-mêmes, les gens de l'International, on n'est pas au courant. C'était vraiment une inspiration subite de quelqu'un qui se trouvait à un endroit où lui était. Donc, avec l'International, on veut faire des échanges comme ça, ce qui fait que nous, au Québec, au Canada, on surveille beaucoup l'arrivée de Bernard-Henri Lévy. On espère que Bernard-Henri Lévy va venir lancer un livre prochainement au Québec, alors on aura vraiment le plaisir de l'accueillir. Et en contrepartie, et c'est un engagement formel, on sait que nos amis belges se sont engagés de leur côté à entarter Stéphane Dion à Bruxelles. Alors donc, un jour, peut-être, qui sait, vous regarderez les nouvelles et vous verrez que Stéphane Dion, à Bruxelles, a reçu 5 ou 6 tartes en pleine gueule. Et donc, l'International, dans ce sens-là, nous sert évidemment à se partager là, des coups et de la crème comme ça. Je pense qu'en gros, j'ai fait le tour de l'historique, vraiment histoire historique. Je présume que vous avez des questions, j'espère, parce que j'aimerais mieux, personnellement, répondre à vos questions que de monologuer comme ça pendant encore 1 heure. Là. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions sur n'importe quoi. Stéphane Dion, justement, est un incident particulier, il est vraiment très mal pris. Et depuis ce temps-là, les gens semblent porter plainte plus facilement. Est-ce que ça vous fait peur un peu? Parce que bon, c'est pas évident de se battre avec tout ça au niveau juridique. Là. Comment vous prenez ça? Moi, je te dirais que de un, c'est pas systématique que les gens vont porter plainte, parce que ça, c'est un point que nous, on essaie de faire souvent. La judiciarisation de la tarte à la crème n'est pas systématique. Moi, je te dirais qu'à part Jean Parizeau, qui est peut-être, qui était sous les effluves de son vignoble, les seuls qui ont porté plainte dans toute l'histoire canadienne, c'est des libéraux. Étrangement, à mon avis, c'est un peu le paradoxe du mot libéral, mais les seuls qui ont porté plainte sont des libéraux, c'est-à-dire Stéphane Dion, Jean Chrétien et Jean Charest. Nous, on a toujours dit qu'en fait, ces politiciens-là sont un peu stupides, si tu veux mon avis. Je ne veux pas aller en diffamation, je pense que de toute façon, c'est déjà pire ce que j'ai fait. Mais, dans le sens que le pouvoir politique qu'ils nous accordent est proportionnel à leur réaction.
Nous, on ne s'est jamais caché qu'une personne qui accepte l'entartement pour ce qu'il est, c'est-à-dire un ridicule passager, règle générale, va nous accorder beaucoup moins de tribunes que quelqu'un qui va mal le prendre et va poursuivre. Je vais donner un exemple. Alan Rock. Je suis persuadé qu'il y a des gens qui ne savent même pas qu'Alan Rock a été entarté. Alan Rock a été entarté à Montréal par un beau matin de février. Et M. Rock l'a tellement bien pris, je dois avouer que c'est une des personnes qui a le mieux pris son entartement. Il a reçu la tarte en plein visage et tout de suite après, c'est comme s'il a dit, c'était fait, il a souri, il a pas, les gardes du corps ne se sont pas vraiment lancés à la poursuite de personne, et ça a été terminé. Ce qui fait que donc, on a vu Alan Rock se faire entarter au bulletin d'information à 17h, et ça a été terminé pour lui. Je pense qu'à ce moment-là, nous, on n'a pas eu de tribune politique avec M. Rock. Si je prends le cas de Stéphane Dion, par contre, maintenant, Stéphane Dion, les procédures judiciaires ont duré quelques 2 ans. Donc, pendant 2 ans, on a eu la joie de pouvoir voir dans les médias le faciès de M. Dion recouvert de crème et de voir M. Dion, encore une fois, comme je le répète souvent, aller dans une soupe populaire, non pas pour servir les pauvres, mais pour se servir des pauvres, parce que M. Dion, de un, c'était pas son comté, de deux, c'était pas son ministère, donc il n'était pas responsable de donner les fonds, et de trois, pour revenir encore à la judiciarisation, pour nous, c'est un avantage parce que la Cour est un endroit fantastique. Je te dirais que d'avoir Stéphane Dion en cours, parce que nous, on se représente nous-mêmes en tant qu'entarteurs, parce que pour nous, ça fait partie, encore une fois, du même travail qui est de lancer la tarte et de la défendre jusqu'au bout. Donc, quand on a fait le procès de Stéphane Dion, pour nous, ça a été un moment fantastique parce que, je ne sais pas si tu te rends compte, Stéphane Dion est d'un mépris tel qu'il ne répond souvent même pas à ses propres collègues ou à ses propres amis du même parti. Et donc, nous, en cours, on pouvait poser des questions à Stéphane Dion, et lorsqu'il ne répondait pas, le juge lui disait « Monsieur Dion, vous êtes pas au Parlement ici, vous êtes en cours, on répond par oui ou par non. » Alors, de pouvoir poser des questions comme ça directement de vive voix à M. Dion, ça a été un immense plaisir. Et maintenant, on sait que Jean Charest va poursuivre aussi en cours, et ça va être un immense plaisir que de l'avoir en cours et de pouvoir exprimer notre point de vue encore plus longuement qu'on aurait pu le faire avec une tarte. Parce que nous, on répète toujours, encore une fois, il y a par exemple Bernard Landry qui a déclaré, suite aux emportements de Jean Charest et de Mario Dumont du 12 avril, qui a déclaré que la tarte est un geste antidémocratique. Moi, de un, je dirais que venant de la part de Bernard Landry, pour qui personne n'a voté et qui a été premier ministre pendant 2 ans en squattant le poste, je pense qu'il est très malvenu de venir nous parler de démocratie. Et de deux, on est toujours les premiers à dire justement qu'effectivement, dans un système démocratique, la tarte à la crème n'aurait pas sa place, mais on est également les premiers à dire qu'il y a un mot qui est très peu utilisé et qui devrait l'être plus souvent, c'est plutocratie. Et je pense que c'est plus dans ce monde-là qu'on vit présentement, c'est-à-dire un système politique où seulement les riches, les puissants et les bien nantis ont le droit de parole. Et donc, dans ce sens-là, la tarte à la crème et les procès qui suivent sont pour nous une opportunité, une tribune fantastique que, malheureusement, on doit avouer qu'on n'aurait pas autrement. Parce que, évidemment, sinon, on regarde un peu comment une campagne électorale se passe. On l'a encore vu dernièrement, on a eu un bel exemple. Si vous n'avez pas les moyens de vous engager la firme nationale pour organiser vos événements médiatiques, donc pour avoir une couverture pareille comme celle de l'ADQ, du PQ ou du PLQ, oubliez ça. Je veux dire, il faut chiffrer à combien s'élève une campagne pour devenir premier ministre du Québec. Ça veut dire que si vous ne disposez pas de ces 8, 9 ou 10 millions-là, vous faites même pas partie de la game de la démocratie, comme on l'appelle. Donc, à notre avis, tant que ce système-là, qui n'encourage que les riches, les puissants, avec un système médiatique qui empêche les tribunes pour les citoyens d'avoir lieu, donc, à notre avis, la tarte à la crème va continuer de détourner et les événements médiatiques et les événements politiques afin, justement, de faire entendre notre désaccord, parce qu'il n'y a pas d'autre façon. Nous, on a demandé à plusieurs reprises à Stéphane Dion, suite à son accusation, on l'a rencontré en lui offrant l'immunité diplomatique. Et c'était pas une blague, parce qu'il y a certains de nos membres qui ont réussi à se rendre jusqu'à M. Dion, qui aurait pu lui lancer une autre tarte en pleine face. C'est pas une tarte qu'on lui a remis, c'est une invitation à venir nous rejoindre dehors en disant qu'on voulait discuter avec lui. Et qu'on lui garantissait l'immunité diplomatique. Même s'il voulait nous entarter, il pouvait le faire. On fournissait des tartes sans problème. Et ce qu'on demandait à Stéphane Dion, c'était très simple. On lui disait, M. Dion, vous nous dites que nous avons 1000 autres façons de faire entendre notre désaccord. Proposez-nous une seule autre façon de faire entendre notre désaccord de façon constructive. Là, je ne parle pas de partir à un groupe de lobbyistes pour payer 150 000 $ par année pour qu'il y en ait un qui aille luncher avec des ministres, des députés et tout ça. Là. Je parle de façon constructive que les citoyens peuvent avoir efficace. Et donc, en conséquence, on disait que si M. Dion nous donnait une seule autre méthode de procéder, qu'on renonçait publiquement à entarter à tout jamais. Ce qui n'est pas peu dire de notre part, parce qu'on aime beaucoup l'entartement.
Stéphane Dion ne s'est jamais, ni même par la voix des médias, parce que bon, peut-être qu'il avait peur de nous, malgré qu'on est de simples clowns, mais même par la voix des médias ou par aucune autre voix, M. Dion n'a jamais daigné nous dire de quelle autre façon on avait de procéder, parce que, si tu veux mon avis, et moi personnellement, j'ai d'autres activités en plus d'être entarteur, il n'y en a pas d'autre façon de procéder. Si on utilise les outils citoyens qui sont mis à la disposition des citoyens, on se rend compte en bout de ligne qu'il y a un ministre ou quelqu'un en position de pouvoir qui va arrêter vos démarches et qui fera que ça ne fonctionnera pas en bout de ligne. Donc, de se targuer d'être dans une démocratie, je pense que c'est vraiment, c'est dire un gros mot. Il y avait Pierre Bourgault qui nous traitait d'être il nous insultait, il nous disait qu'on était les microbes de la démocratie. Et ce qu'on a répondu à M. Bourgault, c'est « Traitez-nous de microbes, ça ne nous dérange pas, mais n'utilisez pas le mot démocratie à la légère comme ça, s'il vous plaît. » Compléter la question. Oui. Est-ce que c'est votre meilleur coup, Stéphane Dion, parce que les réactions ont été très vives, puis ça a été personnellement un fantasme pour bien des gens? Ben, en fait, je te dirais pas que c'est notre meilleur coup, mais je te dirais que, comme on a pu constater, c'est le politicien le plus détesté au Canada. Ce qui fait que cette haine-là s'est transformée en amour pour les entarteurs, évidemment, et donc on a réussi à faire quelque chose de positif avec ça. Mais effectivement, parce qu'à mon avis, de réussir à entarter Jean Chrétien, comme nos amis de l'île du Prince-Édouard ont fait, est un coup qui a beaucoup plus d'audace que d'entarter Stéphane Dion, et à notre avis, certes que Jean Chrétien mérite plus une tarte que Stéphane Dion parce que, faut pas oublier que nous, on entame des postes, des positions symboliques et non pas des individus. C'est sûr que quand l'individu qui remplit la fonction est désagréable et méprisant en plus, ben, ça nous fait un petit bonus. Mais à notre avis, si tu veux mon avis, Jean Chrétien est un coup extrêmement fumant parce que c'est le premier ministre entarté dans l'exercice de ses fonctions de toute l'histoire de l'entartement. Là, on parle de partout à travers la planète, donc on a de quoi être fier et je pense que Jean Chrétien était la meilleure personne pour recevoir cet hommage-là, parce qu'on peut voir avec les chrétienneries 1, 2 et 3 que de tous les premiers ministres de la planète, c'était le plus comique. C'était vraiment celui à qui ça revenait d'emblée. Donc, si tu veux mon avis, c'est parce que ça dépend encore une fois de... Ah, tu veux m'en parler? Ah, merci. Wow, de l'eau. On va profiter bientôt, ça va coûter encore plus cher. On va privatiser partout. Donc, c'est ça, mais pour en revenir, pour finir, parce que je fais beaucoup de parenthèses quand tu poses des questions, quand n'importe qui pose des questions, la judiciarisation, donc, pour nous, est pas un inconvénient ou un problème, dans le sens que, on se doutait bien que un jour ou l'autre, les gens, parce que faut comprendre que voie de fait, ce dont on nous accuse, avec l'attente à la crème, en règle générale, si je te dis « Toi là, puis toi, puis tu pourrais m'accuser de voie de fait pour avoir fait ça. Donc, il faut vraiment se mettre au niveau de la loi. La loi est vraiment niaiseuse. Pour nous, la loi et la justice, c'est deux affaires complètement différentes. Dans ce sens-là, je te dirais que 85% des cas de voie de fait, et des voies de fait beaucoup plus graves que déposer une simple tarte dans le visage de quelqu'un, se règlent hors cours. Et que la seule raison pour laquelle ça ne serait pas hors cours dans notre cas, c'est parce qu'on a atteint des gens qui sont puissants et qui n'apprécient pas d'être ridiculisés au niveau public, surtout quand tu considères le montant d'argent qu'ils investissent dans les événements médiatiques. Quand Stéphane Dion s'en va au Chic Resto Pop, d'ailleurs c'est un hommage à lui, hein, c'est grâce à lui qu'on a ce costume-là. Parce que quand on est arrivé au Chic Resto Pop, on a vu Stéphane Dion habillé, évidemment, il n'y avait pas le nez de clown, il y avait le reste du visage de clown, mais il y avait ce costume-là, et il servait du gâteau à des gens démunis, ce qui fait une fois par année. Et on a déterminé lors du procès, en interrogeant les gens du Chic Resto Pop, que c'est pas le Chic Resto Pop qui a demandé à Stéphane Dion de venir là, parce qu'il avait besoin d'un ministre pour être là pour servir du gâteau, qu'il avait absolument besoin d'une subvention. C'est l'attaché de presse de Stéphane Dion qui a dit « Monsieur Dion a besoin d'être aimé au Québec, il n'est pas aimé au Québec, on l'a envoyé donner du gâteau à des pauvres, comme ça le peuple québécois va faire. Stéphane Dion, il est fin. » C'était une simple mise en scène. Et donc, dans ce sens-là, nous, quand on a pu arriver et le voir dans cette condition-là, ça a été vraiment le moment parfait. Il avait l'uniforme déjà sur lui, donc c'est en hommage à lui que depuis ce temps-là, on porte l'uniforme. Et en bout de ligne, pour terminer, je te dirais que depuis Stéphane Dion, il y a eu beaucoup d'autres embarquements aussi, comme Bernard Landry, comme je te disais. On a eu Paul Cellucci, l'ambassadeur américain, aussi à ce moment-là, qui était assis à la table avec Bernard Landry. On a eu entre autres Joyce Groot, qui est la présidente de l'Association des biotechnologistes au niveau mondial, et de Biotech Canada aussi. On a eu donc plusieurs autres embarquements suite à Stéphane Dion, et je te dirais qu'ils sont rares les politiciens qui sont prêts à poursuivre le ridicule jusqu'en cours. Sur 25 embarquements, il y en a 3 jusqu'à maintenant qui ont porté plainte.
Donc, je te dirais que c'est un quota. Et encore une fois, comme je te dirais, pour nous, la loi et la justice sont deux choses complètement différentes. Nous, on sait que le geste qu'on fait, il est juste. Et si la loi nous dit que c'est illégal, ça ne nous fera pas beaucoup de différence. À preuve, c'est qu'on continue encore d'agir de n'importe quelle façon, encore une fois. Ça continue, peu importe les condamnations. Nous, on considère qu'on fait deux bons actes, en fait, parce que, tu vois, Stéphane Dion, on a fait le premier bon geste de l'entarter, de faire rire la population. Et par la suite, on a été condamnés et on a fait un deuxième bon geste qui est de faire des travaux communautaires. Et on a fait des travaux communautaires dans un endroit que nous, on avait choisi. Moi, je suis allé travailler à l'itinéraire parce que c'était des gens que je connaissais déjà, pour qui je m'étais déjà impliqué. Et donc, ça nous a permis, en plus de faire une deuxième bonne action, c'est-à-dire d'aller aider un groupe comme l'itinéraire. Donc, à notre avis, je ne vois vraiment pas ce qu'il y a de négatif, surtout compte tenu du fait que si tu te représentes toi-même, tu peux interroger ta victime. Et ça, c'est vraiment jouissif. Lors de l'entartement de Jean Charest, il semblerait que les entarteurs ont été frappés à coups de pancarte. Est-ce que c'est vrai, premièrement? Et deuxièmement, qu'est-ce qu'il y a de bien de ça? Ben là, ça va rester à voir parce que nous, évidemment, on est des gens qui pardonnent. Tu vois, Stéphane Dion, après son entartement, m'a sabré un méchant bon coup de poing. Mais nous, on pardonne évidemment, parce que c'est toujours ce qui est drôle de voir ces gens-là qui nous accusent de voies de fait et de violence être 25 fois plus violents que nous. Ce qui est arrivé, pour relater un peu l'histoire de Jean Charest, c'est que je suis arrivé pour faire diversion, évidemment, parce que, bon, malheureusement, j'ai pas toujours la latitude. On a les agents de la Sûreté du Québec qui nous suivent. Moi, personnellement, j'ai été averti des élections 3 semaines à l'avance. C'est pas une blague, je sais qu'il y a des gens qui ne croiront pas, mais ce que je vous dirais là-dessus, c'est qu'il n'y a pas de terroristes au Canada, il n'y a pas de chapitre d'Al-Qaïda, puis que les Hells Angels sont en dedans. Fait que la SQ, ils n'ont rien d'autre à faire que de ficher les militants et de suivre les militants. C'était la même chose pour le Sommet des Amériques. La plupart des militants qui ont participé au Sommet des Amériques ont reçu la visite des policiers quelques 8 mois à l'avance. Parce que les policiers de la Sûreté du Québec ont vraiment mais rien à foutre. Et ça a été exactement ça ce qui est arrivé. Donc, on a été avertis par la SQ 3 semaines à l'avance de la tenue des élections. Donc, pour moi, c'est un peu plus compliqué d'entarter dans ce sens-là parce que j'ai toujours des espèces de malabars qui me suivent dans des cas comme ça et donc qui m'empêchent de réussir mon coup. Ce que j'ai fait, donc, c'est que je suis arrivé avec une tarte devant une assemblée qui était réunie pour entendre Jean Charest. Et tout ce que j'ai dit, livraison spéciale, j'ai un dessert pour M. Charest. Est-ce que je peux voir M. Charest? Et je montrais la tarte, c'est une stratégie qu'on n'a jamais employée. J'ai montré la tarte devant tous les gens. Et déjà, à ce moment-là, il y a des gens qui ont commencé à me donner des coups de pancarte. Et il y avait des agents de la Sûreté du Québec qui étaient présents et je leur ai dit, si vous faisiez votre travail, vous les arrêtiez, ces gens-là. Parce que moi, je ne cause présentement, je suis debout avec une tarte devant des gens. Ce qui, à mon avis, n'est pas un acte criminel au Canada de se tenir debout avec une tarte devant des gens. Et je reçois des coups de pancarte électorale, donc avant même qu'il y ait un appartement, parce qu'il y a des journalistes qui nous ont dit « Oui, mais vous l'avez cherché. » Je dis « Écoutez, on ne l'a pas cherché avant même qu'il y ait un appartement, alors que moi je suis arrivé avec un lit de clown de cette façon-là, et toujours aussi rigolo. » Les partisans ont commencé à me donner des coups de pancarte, à répétition. Et par la suite, ça a été extrêmement violent, parce que moi j'ai passé 20 minutes à parler avec les partisans. Parce que souvent, il y a des gens qui nous disent « Vous êtes là, vous entartez, puis vous vous sauvez. » On ne sauve pas, et on l'a encore prouvé cette fois-là avec l'histoire de Jean Charest, c'est qu'on est resté 20 à 25 minutes devant un cercle de partisans qui étaient extrêmement hargneux et à essayer de discuter de façon calme avec eux. Et, règle générale, je te dirais que c'est les organisateurs du Parti libéral qui sont allés enlever leurs partisans de là parce qu'il y avait l'air d'une gang de caves. Je m'excuse, là, mais vraiment, je veux dire, moi j'étais en train de parler avec un monsieur d'un âge très respectable. Je lui demandais devant les caméras, pouvez-vous me dire, monsieur, une seule raison pour laquelle vous votez pour Jean Charest? Et lui me disait, oh ouais, mais t'es niaiseux! Oui, mais je ne dénigre pas votre choix politique, monsieur. Je voudrais seulement savoir, donnez-moi une raison pour laquelle vous votez pour Jean Charest. Oh ouais, mais mon Dieu, niaiseux! Ça a été comme ça pendant 25 minutes. Il y a des gens qui nous ont traités de Saddam. Je vous mens pas. Pour vous montrer la stupidité des partisans du Parti libéral, je suis désolé. Mais nous, et d'ailleurs, je dois avouer que ça ne nous est jamais arrivé, en 5 ans d'entartement, d'avoir une réception aussi négative par des gens. Les gens, vraiment, parce que d'autant plus que, je veux dire, c'est Jean Charest qui est visé avec une tarte, et c'est pas tous les partisans qui sont là. Donc, que ces gens-là commencent à donner des coups aux entarteurs, il me semble qu'ils sont loin de la légitime défense. Et surtout que ces gens-là vont être les premiers ensuite à dire « La partie violente, vous méritez d'aller en prison puis de manger une crise de bonne volée! » C'est toujours ça qui est un peu drôle de voir. En fait, la plupart des gens qui nous taxent de violence sont eux-mêmes extrêmement hargneux habituellement. Donc, il y a eu effectivement de la violence. Nous, on est présentement en train de voir si on va porter plainte, en fait.
Parce que nous, de prime abord, on n'est pas du tout intéressé à porter plainte contre les partisans du Parti libéral, mais on est obligé de verser une caution de 1 000 $ pour libérer nos amis belges, parce que la Sûreté du Québec les a arrêtés avant qu'ils partent pour l'aéroport, et donc il a fallu débourser 1 000 $. Et c'est là que l'adage « le temps, c'est de l'argent » prend tout son sens, parce que si tu as de l'argent, tu ne vas pas en prison. Puis si tu as le temps de pas, ben là tu fais ton temps. Et donc on a réussi à sortir nos amis belges qui vont être accusés évidemment de voies de fait. Donc on va avoir un procès. Il y a déjà une première date d'audience qui a lieu le 21 mai. Et c'est à la lueur de ces événements-là qu'on se dit que peut-être à ce moment-là on leur rendra l'appareil et qu'on poursuivra les partisans du Parti libéral parce qu'on a des preuves filmées que les entarteurs ont été roués de coups par des partisans qui étaient sur place, roués de coups de pancarte. Noël Godin avait une blessure ici. Moi je m'excuse, mais je pense que c'est un honneur que quelqu'un comme Noël Godin vienne ici au Québec pour entarter notre futur premier ministre. Et c'est vraiment pas une façon. Moi personnellement j'ai conseillé à la Belgique de déclarer la guerre au Québec sur le champ. C'est sûr que ça commence mal les relations internationales pour Jean Charest. D'autres questions? Est-ce que c'est vrai que le premier geste de Jean Charest suite à son élection a été de porter plainte, justement? Ben oui, c'est ça qui a été surprenant, parce que nous, en fait, nos amis belges, on a fait l'entartement le samedi, le 12, et nos amis partaient le 15 avril. Et juste au moment où on partait de chez moi pour aller les reconduire à l'aéroport, vraiment, la police a mis le grappin sur eux, les ont amenés au bureau central de la Sûreté du Québec et les a formellement mis en accusation, ce qui nous a permis d'avoir la copie de l'acte d'accusation. C'est ça aussi la beauté de la chose. Et donc, on a vu que, parce qu'il me semble que tu es élu premier ministre, dans les premières heures, tu es content, là, me semble, tu es heureux, tu célèbres. Mais Jean Charest, lui, sa façon de célébrer, c'est ce qu'on a vu à 9h01, le 15 avril, c'est-à-dire quelques heures à peine, même pas 12 heures après le résultat du scrutin, 10 heures après le résultat du scrutin. Jean Charest, heureux d'être le nouveau premier ministre du Québec, le premier geste qu'il a fait est d'aller porter plainte contre les entarteurs belges. Nous, ce qu'on dit effectivement, c'est que le meilleur exemple de ça, c'est en France. Quand il y a un président qui est élu en France, c'est la coutume de gracier les menus larcins, les gens qui ont des contre-danges, des petites accusations comme ça. Le nouveau président, quand c'est en France, gracie les menus larcins. On a vu que Jean Charest, lui, c'est complètement le contraire. Son premier geste en tant que premier ministre, ça a été un geste de répression. Et donc, dans ce sens-là, je pense que vraiment, checkez-vous pour les 4 prochaines années. Une autre question. Il y a eu le Parti des Nocera, ça fait plusieurs années que vous avez bien connu sûrement. Est-ce que ça vous tente un autre représentant politique? Oui, ça pourrait être intéressant, mais je pense que pour l'instant, moi, à mon avis, tant qu'on n'a pas le scrutin proportionnel, on est un peu baisé en parenthèse parce qu'on va toujours rester dans une logique de bipartite ou de tripartite, là, en se faisant croire qu'il y a 3 partis, parce que dans le fond, à notre avis, c'est ce qu'on a dit aussi dans le communiqué, c'était 3 partis de droite. Donc, tu vois, comme moi, personnellement, je ne me cache pas d'avoir voté pour l'Union des forces progressistes, parce que je pense que c'est important que c'était le seul groupe de gauche qui est en politique. Je pense qu'eux n'étaient pas là pour prendre le pouvoir de toute façon, mais justement pour amener des débats, pour amener quelque chose sur la scène politique. Nous, personnellement, moi j'ai voté pour eux, non pas, je parle pas au nom des entartistes, je parle en mon nom personnel, j'ai voté pour eux pour qu'ils continuent leur travail politique, pour qu'ils continuent dans ce sens-là. Effectivement, ça pourrait nous intéresser de faire de la politique, je pense qu'on en fait déjà d'une certaine façon, mais quand on regarde la structure des partis actuellement et la structure politique, on se dit que il n'y a pas vraiment de possibilité de transformer ou de passer par là présentement. Il va vraiment falloir un mouvement social très fort pour forcer les politiciens. Moi, je veux dire, j'ai appelé, en tant que citoyen, les 3 différents partis au début des élections pour savoir leur position sur la proportionnelle, par exemple. Parce que moi, je pense que peu importe notre allégeance, qu'on soit de gauche, de droite ou n'importe quelle allégeance politique, je pense que c'est à l'avantage de tous les citoyens et citoyennes de se prononcer en faveur du scrutin proportionnel. À notre avis, c'est la première étape pour aller vers une plus grande démocratie. Tant qu'on n'aura pas ça, je veux dire, si on avait le scrutin proportionnel, il y aurait déjà sûrement peut-être un candidat de l'UFP, un candidat du Bloc Pot. Je veux dire, évidemment, c'est pas la panacée universelle. Ça veut dire que les gens qui vont être élus vont faire ce qu'ils vont faire avec leur banc, mais au moins, il va commencer à y avoir un début de parole un peu plus élargi pour la majorité des citoyens. Parce que présentement, je veux dire, si t'es pas backé par une chambre de commerce ou une chambre d'affaires ou un paquet de regroupements d'hommes d'affaires, pense-y même pas. Je veux dire, t'as pas l'argent pour passer à la télévision. Et je pense qu'on a vu l'exemple frappant de ça avec l'UFP, avec l'Union des forces progressistes, qui ont eu à peu près 0,01% de couverture médiatique, où même les médias, généralement, préféraient donner de la couverture au Bloc Pot,
qui est aussi un œuvre respectable, à mon avis, mais il me semble que l'UFP englobe encore plus de préoccupations, dont celle de la légalisation qui est à l'intérieur des principes de l'UFP, et ils ont à peine eu de la couverture médiatique. Donc, encore une fois, on voit qu'il faut réussir à acheter cette couverture médiatique-là directement. Quand on parle d'attaque politique, il y a un jeu de mots à faire, vous pourriez faire ça représenté différemment. Oui, bien évidemment, mais tu vois, comme, moi je te dirais, on est beaucoup dans la tradition du rhinocéros. Il y a eu des membres du rhinocéros qui ont fait partie, qui ont passé dans les antarctistes à plusieurs reprises, différents membres du parti rhinocéros. Mais moi je te dirais qu'il y a une nuance importante à faire, c'est que nous, on se sert de l'humour, mais on veut un changement politique en bout de ligne. Je pense que les rhinocéros, c'était juste un parti de la dérision. Il n'y avait pas de structure politique sérieuse en arrière de ça, et même quand des gens comme Chatouille, par exemple, ou François Gourde ont passé près d'avoir des votes suffisants pour... Ben oui, c'est ça, c'est des gens qui ont passé proche de rentrer. Je pense que je te dirais que leur première réaction, moi, c'est des gens que je connais, ils ont eu la chienne. Vraiment, là, genre, qu'est-ce qu'on fait si on est élu, là? Parce que c'était un mécanisme pour se moquer de tout le principe électoral, mais c'était pas un mouvement social pour changer la structure politique. Il n'y avait pas d'idée sérieuse en arrière. Il y avait quand même une pertinence, j'enlève en rien la pertinence du rhinocéros, et comme je te dis, je pense que les antarctistes sont nés à quelque part des rejetons du parti rhinocéros aussi. Mais en gardant le même humour, je te dis que ce qu'on propose, par exemple, on va bien plus se battre pour le scrutin proportionnel que pour avoir le pont Jacques-Cartier en macramé ou garantir un orgasme annuel à chaque citoyen, comme le faisait le parti rhinocéros. Ma question va porter plutôt sur une perception de l'exercice de la démocratie que sur l'entartage humain. Ouais. On a constaté qu'il y a eu une diminution de la participation électorale dans la dernière campagne de 300 autour de 80 à 70. Oui, je pense qu'il y a 30% d'abstention. Et la capacité de renverser, on renverse ça. Ça pourrait être ça l'interprétation, mais comme personne ne se penche dessus, ça reste assez fluide comme mode interprétatif. Bien, c'est sûr que je pense que les interprétations vont dépendre évidemment de chaque personne. Moi, je te dirais, une des interprétations que je vois, la plus répandue, c'est qu'on n'a pas eu le choix. Donc, quand tu n'as pas le choix, ça ne te tente pas de te déplacer pour aller voter. Quand tu as le choix entre Bernard Landry, Jean Charest et Mario Dumont, ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, moi, je te dirais, quand je parle beaucoup du scrutin proportionnel, la réforme qui a eu lieu, toute la consultation qui a eu lieu, qui a été menée par Claude Bélan et puis le ministre Charbonneau, dans ces concertations-là qui ont eu lieu, plus de 90% des intervenants, des gens qui ont été témoignés là-bas, déposés un mémoire, se sont prononcés en faveur d'un scrutin proportionnel, et le ministre Charbonneau, qui est quand même pas quelqu'un qu'on peut dire nécessairement à gauche ou un socialiste là, convaincu, le ministre Charbonneau lui-même disait qu'il y avait de plus en plus un cynisme de la situation politique des citoyens envers les élus, justement du fait qu'il y avait de plus en plus de distance et que les citoyens sentaient qu'ils avaient de moins en moins de portée, et que c'était une des raisons pour laquelle justement la réforme des institutions démocratiques suggère dans son rapport au parti qui va être au pouvoir d'établir la proportionnelle dans l'espace d'un premier mandat afin de rétablir cette confiance-là. C'est d'ailleurs l'argument principal du document qui a été déposé de la réforme des institutions démocratiques, c'est que moi je pense que c'est par là qu'on peut expliquer le 30% d'absence de gens qui ne sont pas allés voter. C'est que quand tu sens que ton vote n'est pas pris en ligne de compte et qu'il ne changera rien en bout de ligne, je veux dire, règle générale, tu as moins envie d'y aller, surtout quand tu n'as pas le choix au niveau des trois partis qui ont une chance de rentrer. Donc, je pense que c'est la structure politique. Et je pense qu'au contraire, il ne faut pas la délaisser, la structure politique, parce que ça ferait l'affaire des politiciens et des hommes d'affaires qui font tout pour nous désintéresser de notre propre politique. Parce que, évidemment, quand on laisse les spécialistes s'occuper de nos affaires, eux autres, ça fait leur affaire parce que, dans ce temps-là, on regarde Star Academy puis on pose pas trop de questions. Donc, je pense qu'au contraire, faut pas boycotter. Moi, je connais des gens, j'ai des amis qui sont anarchistes qui, eux, aussi prônent le boycott du scrutin. Encore une fois, moi, là, je vais parler en mon nom personnel et non pas au nom des antarctistes, parce qu'il y a différents gens dans les antarctistes et chaque personne a son allégeance politique. Moi, personnellement, je pense qu'il est important d'aller voter. Comme je disais tout à l'heure, moi, personnellement, je suis allé voter pour l'UFP parce que je pense que c'était important de soutenir l'effort que ces gens-là ont fait, qui ne se découragent pas et qui se représentent encore dans 4 ans, mais je pense vraiment que c'est la méthode d'élire nos députés et nos chefs
qui fait que les gens sont de plus en plus cyniques, de un, et de deux, en voyant également que, à part le fait de voter une fois par 4 ans pour un candidat que tu n'as pas choisi, tu n'as pas d'autres options en démocratie. Si tu essaies de te faire entendre, je vais donner un exemple. Moi, avant d'entendre Gérald Tremblay a fait une omission de 20 millions de dollars dans sa déclaration d'intérêt pécuniaire. C'est quand même pas une petite omission, le 20 millions. C'est pas comme genre, ah oui, j'ai oublié un 10 dans mes poches que je n'avais pas déclaré. Un citoyen, la loi prévoit qu'un citoyen, n'importe quel citoyen, a le droit de porter plainte contre un élu lorsqu'il ne remplit pas correctement sa déclaration d'intérêt pécuniaire. Okay? Donc, j'ai appelé à l'hôtel de ville pour porter plainte en tant que citoyen. À l'hôtel de ville, on m'a dit, monsieur, vous voterez pour quelqu'un d'autre dans 4 ans. Je ne m'en suis pas tenu là. J'ai appelé au ministère des Affaires intermunicipales à Québec. J'ai appelé plusieurs ministères. Et on m'a dit qu'effectivement, un citoyen avait le droit de porter plainte, qu'il fallait que je m'adresse à la Cour. Parfait. Je m'adresse à la Cour. À la Cour, je dis qu'on m'a expliqué qu'un citoyen avait le droit de porter plainte. On me dit, oui, vous avez le droit, mais vous devez passer par un avocat. Je dis, bien, écoutez, madame, j'ai dit, quelqu'un qui n'a pas les moyens de se payer un avocat, parce qu'on sait que les avocats, quand même, ils font très peu de bénévolat. Donc, quelqu'un qui n'a pas les moyens de se payer un avocat ne peut pas se prévaloir de ses droits. Donc, seulement, encore une fois, les gens qui sont riches peuvent se prévaloir de leurs droits. Et elle me dit, non, vous pouvez porter plainte en tant que citoyen, mais on ne va pas vous expliquer comment ça marche. Ça, c'était vraiment une belle façon d'être reçu. Après à peu près 15 ministères différents à qui j'ai parlé, puis j'exagère pas, j'ai fini par parler à l'attaché de presse de Paul Bégin, qui était encore ministre de la Justice à l'époque. Et c'était M. Bégin qui, lui, décidait en bout de ligne s'il y avait des accusations à être portées ou pas. Et moi, je vais dire que la personne ou la responsable du ministère des Affaires intergouvernementales a avoué publiquement que c'était pas une omission, Gérald Tremblay, qu'il avait consulté ses avocats avant. Donc, on ne peut pas parler d'une omission. Je veux dire, si tu consultes ton avocat avant pour savoir si tu le mets ou tu ne le mets pas, ton 20 millions dans ta déclaration, puis qu'en bout de ligne, tu ne le mets pas parce que tu es conseillé de ne pas le faire, je veux dire, fais ça dans ton rapport d'impôt pour voir si tu vas être absous. Pour le fun, là, c'est comme, déclare pas, 2 millions dans ton rapport d'impôt, puis quand les agents vont venir, ils disent, non, je l'ai omis, voir si tu vas être exempté de toute poursuite. Ben, c'est ce que Paul Bégin a fait, parce que moi, j'ai essayé de porter plainte jusqu'au bout. Et au bout, je me suis tapé contre la porte du ministre de la Justice, qui, malgré le fait que les citoyens avaient le droit de porter plainte, malgré le fait que la loi stipule que peu importe ton intention, si tu as fait une déclaration fausse, tu peux être déclaré inhabile à siéger pendant 5 ans. Et il n'y a aucune poursuite qui ont été entamées contre M. Tremblay parce que Paul Bégin en a décidé comme ça. Et Paul Bégin, c'était pas la première fois qu'il faisait de l'absolution politique. Paul Bégin, moi je vais te conter une autre histoire. Il y a un certain Jean Chrétien qui, un certain matin à Hall, a pris un manifestant à 2 mains pour lui montrer sa joie. Ce manifestant-là s'appelait Bill Clenette. J'ai eu la chance d'ailleurs de lui parler à d'autres reprises parce que Bill Clenette est extrêmement content de savoir que Jean Chrétien avait été entarté. C'est un peu sa vengeance à lui, à Bill Clenette aussi, parce que malheureusement, Bill Clenette, lui, n'avait pas de garde du corps pour le protéger de Jean Chrétien. Donc, ce qui est arrivé, c'est que c'est même pas Bill Clenette qui a porté plainte contre Jean Chrétien. C'est un citoyen de Terre-Neuve, un citoyen qui n'a absolument pas rapport avec l'histoire, qui a porté plainte contre Jean Chrétien pour voie de fait. Comme ça s'était passé à Hall et que ça s'est passé devant quand même les yeux de tout le monde, je pense que c'est un peu dur de nier ce qui s'est passé quand tu regardes les images de tout ça. Paul Bégin, encore une fois, a décidé qu'il n'y avait pas matière à poursuite et a fait tomber toutes les charges contre Jean Chrétien. Donc, encore une fois, on voit que la classe politique se tient entre elles, que la justice, comme je te dis, moi personnellement, quand par la suite je suis allé entarter Gérald Tremblay, j'étais prêt à aller défendre en cours la raison pour laquelle je l'avais entarté, parce que en tant que citoyen, j'avais usé de toutes les méthodes citoyennes qui étaient à notre disposition selon la loi, et je m'étais fait rire de moi royalement. Donc, je pense qu'au contraire, pour en revenir au niveau du vote, il ne faut pas les laisser faire ce qu'ils veulent, parce qu'à ce moment-là, on se désintéresse de notre sort collectif, et justement, ils peuvent nous baiser allègrement. Donc, au contraire, moi, je pense qu'il faut faire plus de pression sur eux, il faut aller voter, sinon, si, de toute façon, si on ne pensait pas ça, on n'en tenterait pas, hein. Sinon, on serait complètement désintéressés, puis on serait présenté à Star Academy, là, puis on demanderait au monde de voter pour nous autres. Mais moi, ce que je voulais soulever, c'est peut-être plus important d'aller chercher dans l'analyse par des gens qui sont capables de la faire, les raisons sous-jacentes à cette obstinance-là des voteurs, parce qu'il n'y a pas un parti politique qui est capable de se positionner. Et moi, ce que je déclare dans cette situation-là, c'est que même les principales organisations politiques ne s'y intéressent pas. Peut-être ça fait leur affaire. Peut-être qu'ils connaissent déjà le fond. Moi, je te dis plus loin que ça. Moi, je vais aller un peu plus loin que ça. publier. Ça fait leur affaire.
Quand les gens vont pas voter, ça fait leur affaire. Écoute, Richard Martineau, qui n'est pas quelqu'un que j'aime particulièrement, il y a 2 semaines, a écrit un article comme quoi il a reçu un appel d'un organisateur libéral qui disait que s'il voulait aller voter libéral, là, il y avait un livre qui l'attendait puis il payait à la bouffe chez Saint-Hubert. Tu sais, je veux dire, ça c'est la réalité, là. Donc, les politiciens, ça fait leur affaire qu'il y ait un taux de vote bas, parce que justement, ils vont aller chercher uniquement leurs partisans qui vont se présenter au scrutin pour aller voter. Donc, quand on se désintéresse de la politique, là, eux, ça fait extrêmement leur affaire. Et nous, dans ce sens-là, les antarctistes, on espère justement qu'on va un petit peu redonner le goût aux gens de se réintéresser de leurs affaires. Parce que la politique, je veux dire, ça nous concerne tous, là. C'est notre ressort collectif, et je pense qu'il est temps qu'on arrête de mettre des gens au pouvoir qui vont venir nous dire quoi faire, et que plutôt on mette des équipes qui vont venir gérer la collectivité selon ce qu'on leur a fait comprendre, là. Oui, on n'est pas d'ordre. OK, au Canada, on connaît la dynamique. Ils nous servent de ça pour nous diviser, nous autres, les Québécois. C'est-à-dire, je m'explique, ils nous font 2 pôles. Hein. D'un bord, on a les souverainistes, de l'autre bord, on a les anti-séparatistes, parce que c'est un mot qui est souvent. Dans chaque comté, les gens peuvent, les gens sont obligés de voter pour ce pôle-là, ça prend les 30% de messieurs, mais le 30% de fidèles, mettons, souverainistes, pourront jamais, tant que le problème constitutionnel au Canada n'est pas réglé, de voter pour l'homme et la femme. Il va vraiment les représenter en tant que députés. C'est possible, mais moi je te dirais, personnellement, je suis plus du côté des anarchistes, donc je suis plus pour l'autogestion que pour la souveraineté. Je te dirais que, mais encore une fois, c'est mon avis personnel, je ne parle pas au nom des antarctistes à ce moment-là. Je te dirais qu'il faut qu'on transforme ce discours-là, parce que, règle générale, je vais te donner le meilleur exemple, c'est pendant une très longue période, on avait le choix entre Jean Charest et Lucien Bouchard. Les deux sont 2 anciens conservateurs qui travaillaient sur Royal Mulroney à l'époque du libre-échange. Je veux dire, à mon avis, la lutte entre les souverainistes et les fédéralistes, c'est ça, là. C'est une game politique qui se joue entre des politiciens qui, eux, sont extrêmement amis, se téléphonent, se parlent, puis ils n'ont pas de problème. Je veux dire, donc, je pense qu'il faut réévaluer en termes d'autogestion, en termes de rapprocher la structure politique des citoyens. Il y a une certaine époque où je te dirais, le PQ, qui était à l'origine un parti de militants, était sûrement plus proche de l'idée socialiste par rapport à une idée capitaliste d'une gestion étatique. Sauf qu'à partir du référendum de 80, ils ont tellement eu d'arguments économiques qui ont joué contre eux autres que depuis ce temps-là, ils sont juste capables de parler de chiffres et de rien d'autre. Et moi, je veux dire personnellement que souverainiste ou fédéraliste, je veux dire, Jean Charest ou Bernard Landry, il y a très, très peu de différence. Je veux dire, même que si tu penses que Bernard Landry est un souverainiste, je pense que tu fais une grosse erreur parce que Bernard Landry, règle générale, préfère envoyer du monde à Davos pour gérer et discuter du libre-échange. Et Bernard Landry, règle générale, ne remet pas en question l'ASLEA, ni les autres organismes comme ça. Il veut plutôt vendre le pays lui-même au lieu que ce soit Jean Chrétien et Pierre Petitgrossi qui le fassent. Donc, je te dirais qu'à ce niveau-là, il faut plutôt que nous, les citoyens, on sorte de cette dynamique-là. Je ne veux pas tomber dans le discours de Mario Dumont, c'est pas de ne pas avoir de position là-dessus, il faut avoir une position là-dessus. Mais je pense qu'il faut résoudre l'équation d'une façon différente. Parce que souvent, le problème avec, je te dirais, encore une fois, au niveau personnel, je ne parle vraiment pas au niveau des antarctistes, je dirais que souvent, c'est ça, les souverainistes vont dire que tout changement social doit d'abord passer par la souveraineté. Et ça, pour moi, c'est un très gros problème et une très grosse lâcheté. De dire, par exemple, au niveau du Parti québécois, on ne fera pas la proportionnelle tant qu'on ne sera pas indépendant. On ne s'occupera pas des pauvres tant qu'on ne sera pas indépendant. On ne changera pas ça tant qu'on ne sera pas indépendant. Je veux dire, c'est toujours tant qu'on ne sera pas indépendant et finalement, ils font absolument rien. Je veux dire, Bernard Landry, à mon avis, encore une fois, est le premier, lui-même voulait prendre la pièce américaine. Comment tu veux faire l'indépendance du pays quand tu ne contrôles même pas ta monnaie? Je veux dire, il parlait d'un principe à l'européenne, sauf qu'il y a une banque commune en Europe, où chaque pays qui fait partie de la communauté européenne a son droit de parole. Aux États-Unis, là, même un comté comme la Californie, qui a plus de monde qu'au Québec, eux autres, ils n'ont même pas leur mot à la réserve fédérale. Donc, si on prenait l'argent américain, là, penses-tu vraiment qu'on contrôlerait notre économie, qu'on contrôlerait... Bernard Landry, à mon avis, il n'y a vraiment aucune différence avec... C'est des couleurs, des saveurs à peine différentes. C'est 2 partis de droite qui proposent exactement la même chose. Donc, je pense que c'est à nous
de reformuler la question différemment. Je veux dire, on n'y peut à l'époque parce que c'est les maudits anglais, puis les maudits French pissous, puis je pense qu'on n'y peut à cette époque-là. Je pense qu'on a un Québec Inc., on est capable de se faire crosser dans toutes les langues. On peut se faire crosser en français comme on se faisait crosser en anglais dans les années 50 puis 60. À ce moment, on se fait crosser autant par Pelado que par Conrad Black ou n'importe lequel. Donc, je pense que la problématique a beaucoup changé et qu'à ce moment-là, c'est à nous de changer ce discours-là. Et le PQ n'a jamais été capable de renouveler son discours, jamais à ce niveau-là, jamais. D'accord avec ce que je te dis, là, il divise pour mieux l'aimer sur nous autres. Absolument, oui, je pense que oui. Il faut crever cet accès-là, maintenant. Un jour, il va falloir que ça ait crevé. Ben, Parce qu'il y a bien des efforts qui sont qu'est-ce qui, puis l'argent, à cause de cet gros accès-là qu'on appelle la souveraineté du Québec. Oui, il y a toujours d'efforts là-dessus. Moi, c'est mon opinion. Moi, personnellement, encore une fois, je suis plus partagé parce que je pense qu'on a à se réapproprier les structures de pouvoir. Dans le sens que, mais si tu regardes la proposition, parce que là, on est vraiment dans des points politiques précis, si tu regardes la proposition du PQ, de toute façon, c'est un fédéralisme décentralisé. C'est ça qu'ils proposent, là. Je veux dire, il y a une nuance aussi à regarder les mots. Parce que là, on prend le fédéralisme et on regarde l'univers dans lequel on est. Comme on prend le mot démocratie puis on regarde dans le monde dans lequel on est. Mais à mon avis, il n'y a pas beaucoup de différence entre un fédéralisme qui serait décentralisé vraiment, c'est-à-dire où non pas le gouvernement d'Ottawa déciderait pour les provinces, mais les provinces décideraient pour elles-mêmes, puis pour ce qu'ils ont à travailler ensemble, passeraient par Ottawa, de la façon que ça devrait être, parce que là, présentement, le fédéralisme est complètement inversé. C'est sûr que la structure politique, il faut la changer, mais je pense que la pensée en termes de souverainisme ou de fédéralisme, c'est vraiment, encore une fois, de jouer le jeu, justement, oui, effectivement, de diviser le monde sur un point qui n'est pas, à mon avis, le point vital de l'élection. Oui, est-ce que c'était là avant? J'ai vu que tu as fait beaucoup de rapprochements avec Pierre-Carl Pelado, Star Academy, Corps Média. Est-ce que ce genre de, moi j'appellerais ça mondialisation des médias, TV, radio, finalement, ce qui mériterait un appartement? Ah, absolument. Non seulement ils méritent, mais ils sont sur notre liste et on espère. Jean-Carl Pelado, je peux pas trop en dire, là, mais on a déjà essayé, parce qu'évidemment, on ne réussit pas tous nos coups. Hein. Donc, Pierre-Carl Pelado, il y a déjà eu des tentatives, une tentative sur lui qui, malheureusement, n'a pas fonctionné parce qu'il ne s'était pas présenté à l'endroit où il devait être. Mais ce n'est que partie remise, nous, évidemment. Pierre-Carl Pelado est, à notre avis, un des symptômes, parce que justement, quand on parle de démocratie malade, là, ben ça, c'est un symptôme. Parce qu'à notre avis, les médias, c'est le quatrième pouvoir. Les médias sont là, justement, en démocratie pour, de un, renseigner les gens pour qu'ils prennent des choix éclairés, et de deux, pour faire les chiens de garde, justement, pour vérifier ce qui se passe à l'intérieur du Parlement et vérifier ce qui se passe dans les sphères décisionnelles et rapporter aux gens en toute intégrité, en principe, ce qui s'est passé, avec que les gens soient renseignés et aient de l'information. Moi, je m'excuse, j'ai jamais regardé Star Academy, j'ai décidé que je n'allais pas me pourrir le cerveau avec ça. Par contre, tu regardes les nouvelles, tu regardes n'importe quel bulletin de nouvelles à TVA, ils vont parler de Star Academy là, 4, 5, 6 fois dans le bulletin de nouvelles, en faisant semblant que c'est de l'information, pendant qu'il y a une guerre, pendant qu'il se passe plein d'affaires à l'échelle mondiale, et que pendant ce temps-là, Québécois, eux autres, tout ce qu'ils pensent, c'est le fromage qu'une telle concurrente a mangé à Star Academy, puis tu sais, vraiment. Donc, à notre avis, oui, la convergence des médias, et encore une fois aussi, il y a un manque de volonté politique, parce que Diane Lemieux, qui aurait pu faire quelque chose à ce niveau-là. Puis Diane Lemieux, je m'excuse, qui a passé, qui s'est fait un capital politique en travaillant dans les groupes de femmes, à partir du moment qu'elle est arrivée au pouvoir, ça a été la merde, Diane Lemieux. Le premier geste qu'elle a fait, ça a été de ne pas se prononcer parce qu'il y avait le problème avec les téléphonistes de Bell Canada. À cause de, justement, de Bell qui transférait de juridiction en passant du fédéral au provincial, il y avait un trou au niveau légal, et c'était Diane Lemieux qui était responsable, qui aurait pu se prononcer pour changer quelque chose dans la loi, et elle a préféré pas le faire. Maintenant, encore une fois, au niveau de la convergence des médias, qu'est-ce qu'elle répond? Diane Lemieux a dit « Je suis ministre de la culture et non pas de la censure ». Mais là, je m'excuse, mais je pense que le gouvernement, il faut qu'il mette ses culottes. Quand on est rendu qu'il y a 2 individus, à peu près, qui contrôlent toute la variété des points de vue et des opinions au Québec, je pense qu'on a un sérieux problème. Et ça aussi, ça fait partie sûrement du fait qu'on est encore pogné avec toujours les mêmes partis. C'est, à mon avis, la même problématique. Ça va ensemble très, très bien. D'ailleurs, c'est le Parti québécois qui a donné des milliards à Pierre-Carl Pelado, qui fait que nous autres, de toute façon, on a déjà perdu 4 milliards à peu près dans l'histoire de Québécois, ce qui fait qu'on a déjà payé, je pense qu'on paye quelque chose comme 5 fois pour Star Academy. On paye une fois par la caisse de dépôt, on paye une deuxième fois par le fait qu'on ait des exemptions d'impôts à cause
cause des crédits de cinéma et d'émissions de TV. On paye encore une fois parce qu'il y a du monde qui paye pour voter. On paye parce qu'il y a du monde qui regarde, parce qu'il y a des publicités. On paye parce qu'ils ont des disques qui vont aller vendre. De toute façon ou d'une autre, on paye. À mon avis, Pierre-Carl Péladeau devrait être poursuivi en cours pour pollution. Je veux dire, c'est de la pollution, c'est effrayant, on l'entend à longueur de journée, partout, en tout temps, il y a des affiches, de la publicité. À mon avis, vraiment, on devrait, au niveau du Québec, se retrouver au minimum 100 000 personnes et faire déposer une plainte collective, commune, pour pollution, parce que vraiment, c'est une invasion de nos cerveaux qui se passe. Est-ce que Julie Snyder pourrait être la première femme en Ouais. Ben, premièrement, je vais te réjouir de deux façons. La première, c'est qu'il y a déjà eu des femmes en au Canada, dont, entre autres, Joyce Groot, qui est présidente de l'Association des biotechnologistes. Et la deuxième chose qui va te faire très, très, très plaisir, et qui n'est pas très publicisée, tu vas comprendre pourquoi, c'est que Julie Schneider a déjà été entartée. Julie Schneider, à l'époque où elle avait, je ne me rappelle plus quelle émission insipide, est allée, après l'entartement de Bill Gates. Ça a fait quand même un gros coup dans les médias mondiaux, l'entartement de Bill Gates. Et Julie Schneider a décidé d'aller à Bruxelles rencontrer notre ami Noël Godin pour faire une entrevue avec lui. Et elle a harcelé pendant toute l'entrevue Noël de l'entarter, s'il vous plaît, entarte-moi, 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 entarte-moi. Noël, et finalement, il en a eu comme plein les bottes. Et il semblerait, d'après la rumeur, je n'étais pas présent et j'ai pas vu des images, mais il semblerait qu'il l'ait entarté dans la culotte. Il semblerait qu'elle avait une jupe, qu'il a levé sa jupe et qu'il a foutu une tarte là, puis que ça a comme... Le reportage n'a jamais passé, évidemment, elle n'a jamais passé à la télévision parce qu'elle n'avait pas l'air pas folle. Là, c'était pas son avantage. Mais je vais te dire honnêtement que si, de la même façon, moi personnellement, j'entendrais plus René Angélil que Céline Dion. Donc, de la même façon, on entendrait beaucoup plus Pierre-Carl Péladeau que Julie Schneider. Parce que pour nous, encore une fois, je veux dire, si on a quelque chose contre la caisse populaire, on ne va pas aller pogner la caissière qui est en train de faire sa job, on va essayer de pogner le président. Donc on essaie toujours de prendre la personne qui est directement responsable, qui est en position de pouvoir directement. Donc dans ce sens-là, si on a quelque chose à reprocher à la convergence des médias, c'est sûr que Julie Schneider a fait partie du portrait, mais c'est pas la principale responsable à mon avis, ça serait davantage PKP qu'il faudrait entarter que Julie Schneider. Mais voyons, je pense que ce sera son tour. Je pense qu'il y a un bon succès, les antarctistes. Est-ce qu'il n'y a pas un danger sur ça? Je veux savoir si vous réfléchissez là-dessus. En faire trop, est-ce que ça diminuerait l'impact à un moment donné, de faire trop d'entartage? Ben, c'est sûr que tu vois, au début, on en a fait beaucoup. Dans notre première année, on a eu 12 mois en 12 starts. 12 starts en 12 mois qui ont été vraiment dans la première année parce qu'on avait du rattrapage à faire, je pense. Maintenant, c'est sûr que l'entartement est moins fréquent pour plusieurs raisons. La première, c'est que nous, c'est plus dur pour nous d'entarter. Parce que, comme je le disais, on a, dépendamment des cas, comme dans le cas des élections en particulier, on a la Sûreté du Québec qui tape nos lignes, qui nous suit et qui s'arrange pour qu'on ne réussisse pas le coup. Donc, dans un cas comme ça, c'est sûr que nous, ça nous a forcé à espacer un peu nos activités, mais aussi, je vous dis, Jean Chrétien, le premier ministre, est entarté, Jean Charest, le nouveau premier ministre, est entarté, ça va prendre comme un renouveau un peu de la scène politique pour qu'on entende d'autres personnes. Non, mais encore une fois, comme je te dis, c'est vraiment plus à ce niveau-là, parce que je pense pas, nous, personnellement, de toute façon, on n'entendrait pas à toutes les semaines, c'est sûr. Petite question un peu niaiseuse. La tarte de Charest était très liquide. C'est quoi le problème qu'il y a eu avec cette tarte-là? Sûrement la mauvaise qualité de la bonbonne. Tu vois, ça nous est déjà arrivé, ça, le pire, c'était à Jean Monty. On devait entarter Jean Monty, et la bonbonne n'était pas fraîche, là, c'est devenu une espèce de liquide dans l'assiette, il n'y avait rien à faire, on ne pouvait pas entarter. Et donc, on ne l'a pas fait parce que, je vais revenir là-dessus, j'en profiter, on parlait justement de l'éthique de la tarte. Sur le site, peut-être je peux y aller en même temps, j'en profiter, ça sert à quelque chose, je peux installer tout ça pour rien. C'est ça, on a sur le site ici l'éthique de la tarte. Parce que la première chose que je dirais, c'est que nous, on incite les gens à s'approprier la tarte. Nous, on a toujours dit qu'on n'a pas de droit d'auteur sur l'entartement. Au contraire, notre joie, c'est de réussir à propager le plaisir de la crème. Et on pense d'ailleurs que la tarte à la crème a plus de pouvoir quand le plus de citoyens se l'approprient. Par exemple, un coup comme l'entartement de Jean Chrétien, je pense que ça n'avait pas été possible à Montréal. Fort heureusement, il y a une équipe d'entarteurs qui s'est formée à l'île du Prince-Édouard et qui ont réussi un coup vraiment splendide et majestueux. Donc, nous, dans ce sens-là, on invite toujours les gens à s'approprier la tarte à la crème et même, on leur conseille d'entarter parce que c'est un grand plaisir. Et il y a tellement de maires, parce que malheureusement, nous, on ne peut pas être partout
et entarter tout le monde. Il y a plein de gens qui nous envoient des emails qui disent « Le maire de ma ville, c'est un affreux, venez l'entarter. » On leur dit « Non, fabriquez votre propre équipe d'entartage, c'est très facile, c'est très simple, c'est à la portée de tous, et faites-le vous-même. Vous allez avoir de un, plus de portée politique en posant vous-même le geste, et de deux, davantage de plaisir de déposer vous-même la tarte en plus de voir le cornichon écrémé. » Donc, nous, la seule chose qu'on s'entend, tous les membres de l'International à travers la planète, c'est un peu ce texte-là qui est l'éthique de la tarte. C'est-à-dire que, bon, nous, ce qu'on dit, le premier point, c'est amusez-vous, évidemment. Parce que la première énergie, l'énergie du plaisir, l'énergie du mauvais tour, est, à mon avis, ce qui fait qu'on réussit à défier toute forme de sécurité. Parce que nous, on dit toujours que les gardes du corps font extrêmement bien leur sécurité, parce que les gardes du corps sont là pour empêcher que n'importe quelle menace à la sécurité du politicien se rende jusqu'au politicien. Et donc, dans ce sens-là, ils font extrêmement bien leur travail, parce que nous, on n'est vraiment pas en aucune façon une menace. Donc, comme je dis, l'énergie. Parce qu'évidemment, on ne va pas l'entendre quelqu'un en disant « Toi, mon tabarnak! » Donc, évidemment, on va y aller de façon joyeuse, en utilisant le clown, en utilisant l'humour toujours. Donc, le deuxième point, ce qu'on dit, c'est que, règle générale, évidemment, c'est pas une règle absolue, mais on essaie autant que possible de déposer amoureusement la tarte dans le visage de la personne, plutôt que de la lancer. Parce qu'évidemment, la lancer a une connotation déjà un peu plus agressive, et de deux, que le lancer de la tarte aussi, la tarte n'a pas beaucoup de poids. Donc, moi, j'ai été pris pour lancer à Sylvester Stallone. Parce qu'évidemment, comme on dit, c'est pas une règle absolue. S'il n'y a pas d'autre façon de faire que de lancer, on lance. Et à ce moment-là, la tarte a dévié. Je l'ai seulement eu un peu sur l'épaule et dans le cou, le pauvre Stallone. Et il n'a pas crié « Malheureusement. » Notre troisième point, donc, c'est que, évidemment, comme je disais tout à l'heure, l'entartage ne doit pas être agressif. Nous, on a essayé d'éviter, c'est pour ça qu'on utilise beaucoup les apparats du clown, parce qu'on s'est rendu compte qu'au début, avec la bonbonne de crème et tout, ça pouvait peut-être avoir l'air d'un geste d'un tueur de la CIA qui s'en venait pour installer un nouveau régime démocratique à quelque part. Donc, on s'est dit qu'il fallait vraiment y aller avec l'énergie du rire, avec les clowns et procéder de cette façon-là. Le quatrième point aussi, c'est que l'assiette, nous on utilise toujours des assiettes en carton. Par exemple, nos amis belges, eux, utilisent des espèces de grosses pâtes à pizza, mais ce qu'on dit, c'est qu'on déconseille aux gens d'utiliser, par exemple, des assiettes en aluminium ou toute autre forme d'assiette plus rigide, justement afin de ne pas blesser la personne. Parce qu'encore une fois, nous, on ne voudrait pas faire mentir l'adage qui dit que le ridicule ne tue pas. Ça serait vraiment triste pour nous. D'ailleurs, nos amis belges ont eu la chance d'entendre le pape et ils l'ont pas fait à cause de ça. En se disant que le pauvre pape, tu y fous une tarte en pleine face, ça c'est des plans pour qu'il fasse une crise cardiaque là, puis ça serait pas tout à fait notre avantage. Donc, encore une fois, on essaie de ne pas blesser, donc les assiettes en aluminium pour être blessantes en pliant tout, donc les assiettes en carton toujours. Le cinquième point, c'est ça aussi la crème. Nous, on utilise toujours de la bonne crème fouettée. Parce qu'il y a des gens qui ont tenté d'insinuer que peut-être qu'on utilisait de la crème à barbe ou un autre produit comme ça. Et il y a d'autres gens de mauvais goût qui nous ont suggéré toutes sortes de substituts aussi à la crème qu'il y a dans nos assiettes. Je vous laisse deviner quoi. Mais nous, on considère évidemment que la tarte à la crème est un symbole pacifiste qui a fait ses preuves. Et c'est pour ça qu'on reprend le symbole de la tarte à la crème, parce qu'à notre avis, c'est un des plus vieux running gags. Donc, on reprend ce symbole-là directement, et c'est toujours de la bonne crème, parce qu'il nous arrive nous-mêmes d'être éclaboussés avec la crème. La seule préférence, c'est que je dirais, nous, règle générale, on essaie de prendre la Rich Whip, parce que c'est le fouet des riches. Donc, c'est la crème la plus appropriée pour la tarte. Mais sinon, n'importe quelle forme d'oléagineux comestible peut faire l'affaire. Et en terminant aussi, nous, ce qu'on dit, c'est que, règle générale, la plupart des entarteurs pratiquent un entartement, une politique d'entartement universel. C'est-à-dire, nous, au début, on a beaucoup été pris avec des gens qui disaient qu'on taguait quelqu'un de souverainiste. Parce qu'on avait entarté Pierre Petitgrou, qu'on avait entarté des gens au niveau fédéral, plusieurs personnes pensaient donc qu'on était automatiquement pour l'indépendance du Québec. Parce qu'évidemment, comme on parlait tout à l'heure, l'espèce de bipolarité du discours politique. Donc ça a pris un certain temps pour qu'on fasse comprendre aux gens qu'on entartait autant les politiciens souverainistes que les politiciens fédéralistes, que en fait tous les chefs et tous les gourous. On entartait Raël aussi, on entartait des hommes d'affaires, on entartait le président de la bourse. Donc c'est pas uniquement les politiciens. Nous, je pense qu'on s'est jamais caché qu'on visait tous les chefs, sauf les chefs pâtissiers. Je pense que... Oui. Vous seriez prêt à entarter un chef qui partage votre idéologie, qui partage votre vision de la politique? Ben, c'est parce que ça n'existe pas, je te dirais.
Parce que, par exemple, je veux dire, il y a un parti politique qui partage, moi je partage certains points, pas tous, avec l'Union des forces progressistes. Mais je peux pas aller entendre le chef, ils n'en ont pas. Ils ont deux porte-paroles, un porte-parole masculin et un porte-parole féminin. Donc, comment tu veux aller entendre le chef de l'UFP? Il faudrait d'abord que tu le trouves, le chef de l'UFP. Je trouve que tu poses un peu la question que les policiers nous demandent quand il y a des manifestations d'anarchistes, ils disent « C'est qui le chef? » Ben oui, mais on est des anarchistes. Il n'y a pas, par définition, dans un groupement d'anarchistes, il n'y a pas de chef. Je veux dire, donc, par conséquent, entendre quelqu'un qui partage notre point de vue, je te dirais qu'il y a des gens plus radicaux qui ont des... Je ne sais pas si tu connais Philippe Duhamel, qui est un militant de Salami, qui a travaillé beaucoup avec Salami. Il y a des gens qui étaient entartés par des gens plus radicaux du Black Bloc. Bon, si eux autres, ils considéraient que c'était essentiel d'entarter Philippe Duhamel, bon pour eux, tant mieux. Moi, personnellement, je pense qu'il y a des gens qui ont entarté de façon beaucoup plus présente que par exemple, Philippe Duhamel. Mais l'avantage d'une tarte à la crème, c'est que même si ton meilleur ami que tu aimes beaucoup a été entarté, ben c'est juste de la crème. Donc, ça reste quand même un ridicule très passager qui fait que même, moi-même, j'ai été entarté à plusieurs reprises, puis je parle sans le savoir, là, sans être au courant, puis ça pourrait peut-être m'arriver là, on ne sait jamais, n'importe quand, parce que souvent les gens disent « Ah oui, l'entarteur, entarté », mais je veux dire, c'est que de la crème. En 35 ans d'entartement politique, il n'y a jamais eu personne qui a été éborgné, personne qui a même fait une crise de diabète avec un entartement. C'est jamais arrivé, ça a toujours été fait d'une façon extrêmement gracieuse. Et donc, dans ce sens-là, même si je te dis, si nos amis sont entartés, règle générale, on en rit. Même si c'est des gens qui partagent notre point de vue, parce qu'en bout de ligne, c'est juste la tarte. C'est vraiment ça, à un moment donné, je pense qu'il faut se remettre en contexte et se rendre compte que c'est juste une assiette avec un peu de crème et que 2 minutes après, règle générale, quand tu t'es essuyé, c'est fini. C'est vraiment fini. Donc, est-ce qu'il y a déjà eu un cas où est-ce que le but a été pas atteint, c'est-à-dire faire plus de pub à la personne qui est en tarte? Comme je disais tout à l'heure, nous, règle générale, parce qu'on se les fait déjà reprocher, des gens qui disent « Ah, vous créez de la publicité à telle personne ». Mais nous, ce qu'on dit, règle générale, c'est qu'on détourne les événements. Comme par exemple, je ne sais pas, nos amis belges, ça leur est arrivé pour Patrick Poivre d'Arvor. Ils ne réussissaient pas à l'entarter dans l'exercice de ses fonctions, ils l'ont entarté pendant qu'il faisait du jogging le matin. Nous, ça ne nous arrive pas, ce genre de choses-là. Ici, au Québec, on s'est vraiment spécialisé, en parenthèse, on ne fait que des événements médiatisés, annoncés, publicisés. Donc, dans ce sens-là, on se rend toujours où les personnes sont directement. Et donc, la problématique ne se pose pas de la même façon là, que... Pour nous, donc, comme je dis, on ne pense pas créer de la publicité à la personne parce que cette personne-là aurait déjà de la publicité de toute façon, puisqu'elle crée un événement. Vous avez Stéphane Dion qui sert du gâteau chez Crestopop. Si nous, on ne l'avait pas entarté, il aurait quand même passé dans les médias le lendemain. Jacques Chesneau, sa soirée électorale, c'était sa première grande sortie publique. Ça aurait quand même fait la une des médias le lendemain. Je veux dire, tous les événements où on est allé, je pense qu'on n'a jamais créé l'événement, mais plutôt détourné un événement. Donc, dans ce sens-là, nous, on pense qu'on ne fait pas de la publicité. Et c'est sûr que certaines personnes vont le prendre comme ça. Jacques Chesneau, après son entartement, est monté après 20 minutes sur la scène avec la bonbonne de crème qu'il avait trouvée dans la salle de bain, et il a dit, comme un tout con, il a dit « Je suis le nouveau Bill Gates de Montréal ». C'est sûr que certains gens, certaines personnes peuvent penser que c'est une forme d'honneur, mais je pense qu'il faut être vraiment tordu pour le penser. Et la seule personne assez tordue pour le dire, ça a été Jean Chrétien. Jean Chrétien, suite à l'entartement de William Johnson, a déclaré à la presse du 26 juin 1998, vous pouvez vérifier, a déclaré qu'il n'y avait rien là, l'attentat à la crème, que c'était un honneur et une distinction que plusieurs personnes avaient déjà reçue. Sauf que quand lui a reçu sa tarte à la crème et qu'on lui a remis sa déclaration devant la face, c'était plus un honneur, là, soudainement, que plusieurs personnes avaient reçu, là, c'était matière à poursuite aux criminels. Mais nous, on dit que de toute façon, on est des criminels, donc... je sais pas si c'est toi ou toi, René. Rapidement, vous invitez les gens sur votre site à voter pour les gens qui mériteraient davantage d'être entartés. W. Bush monte assez rapidement de ce temps-ci. Oui, ça, mais je dois avouer que ça, malheureusement, soyons réalistes, ça relève du fantasme. Parce que George W. Bush, je m'excuse, mais je pense qu'il tire à vue. Là. Je pense que tu tousses à 3 pieds de lui, puis que tu as l'air un peu suspect, là, tu te fais descendre à vue. Par contre,
Par contre, on a des informations de certains restaurants en Europe sur les allées et venues de Donald Rumsfeld. Ça, par contre, ça serait... Moi, j'en rêve la nuit. Vraiment, là. Rumsfeld, là, c'est quelqu'un profondément qui mérite une tarte. Je veux dire, je ne sais pas si vous avez déjà vu l'arrogance et le mépris de cet homme-là. Moi, la déclaration la plus dure que je pense que j'ai entendue de Donald Rumsfeld, c'est la première journée des bombardements sur Bagdad, alors qu'on voyait vraiment la ville là, en train d'exploser. Donald Rumsfeld est venu nous expliquer que, tu sais, nous autres on est juste des caves, on ne comprend pas, fait qu'il faut qu'il nous explique. Il nous a dit, fiez-vous pas à ce que vous voyez à l'écran. Parce que ce sont des attaques chirurgicales. Ça, déjà on le savait, mais à ce moment-là, il a dit une phrase magnifique. Il a dit, en parlant des bombes qui tombaient, there is so much care put into those bombs, so much humanity. C'était sa réplique exacte. Donc, Donald Rumsfeld, à son avis, les Américains mettent toute leur humanité et leur amour du prochain dans leurs bombes. Ce qui est quand même pas peu dire. Et depuis ce temps-là, vraiment, je rêve que Donald Rumsfeld soit entarté. Donc, je pense qu'on pourrait quand même, on pourrait sûrement réussir à atteindre Colin Powell ou Donald Rumsfeld. Mais Bush, malheureusement, je pense que le mieux qu'on peut se faire, peut-être, c'est engager un sosie et se défouler, là, mais... Sinon, pour Bush, je pense que ça ne sera pas la tarte à la crème, ça va être le pretzel qui va faire la job. C'est ça, le gâteau d'honneur, c'est qu'à un certain moment donné, les gens, certaines personnes trouvaient que c'était négatif notre action, parce qu'évidemment, on ne faisait que dénoncer des crapules et des cornichons. Et donc, à un certain moment donné, on s'est dit qu'on allait également montrer qu'on était des gens capables d'un grand positivisme avec le gâteau d'honneur. Et donc, le gâteau d'honneur, pour nous, c'est l'antipode de la tarte. C'est quand quelqu'un, par des gestes de résistance, par des gestes d'humour, par des gestes absurdes, c'est illustré et ne mérite non pas une tarte, mais donc un gâteau d'honneur. La première personne qui a reçu un gâteau d'honneur, et en fait c'était nous qui avons reçu l'honneur, c'est Michel Chartrand. On a mis un gâteau d'honneur à Michel Chartrand en 99 ou en 2000, je ne me rappelle plus exactement, pour l'ensemble de son œuvre vraiment. Et c'est lui en fait qui nous a fait l'honneur d'accepter. Il est venu, on a eu un banquet avec tous les amis des entartistes et Michel Chartrand a mis son nez de clown. Il s'est proposé de venir entarter Lucien Bouchard avec nous à l'époque qui était au pouvoir. Ça a été un dîner mémorable. Donc, un deuxième gâteau d'honneur aussi qu'on a donné, ça a été à Charlie Hebdo. On les a malheureusement pas rencontrés. On leur a donné un gâteau d'honneur parce qu'ils ont fait un coup splendide, qui est encore d'ailleurs avec les tribunaux. C'est que Charlie Hebdo s'est rendu compte qu'en France, le nom Front National n'était pas enregistré. Le Front National, pour faire une histoire vite, c'est Jean-Marie Le Pen et ses amis ouverts d'esprit et pleins d'amour pour toutes les races de la Terre. Donc c'est ça, Charlie Hebdo s'est rendu compte que le nom Front National, il n'y avait pas de trademark dessus, il n'était pas enregistré. Donc Charlie Hebdo a décidé d'enregistrer le nom Front National et d'envoyer une lettre d'avocat au Front National en leur disant que le nom leur appartenait maintenant. Et présentement, la cause est encore devant les tribunaux parce que si Charlie Hebdo gagne, ça veut dire que le Front National ne pourra plus utiliser ce nom-là du tout. Donc, à notre avis, c'est encore une fois un geste de résistance par l'absurde, donc on leur a donné à eux aussi un gâteau d'honneur à distance, malheureusement, parce qu'on n'a pas pu les rencontrer. Donc, c'est un peu ça le gâteau d'honneur, c'est notre façon à nous de souligner le travail de gens qui, au contraire d'une tarte, méritent justement d'avoir les honneurs au contraire. Ça demande beaucoup de préparation, parce que les repos, ils sont quand même... Non, c'est un mythe, ça. C'est un mythe. Moi, je veux briser ça. Tout de suite, il y a des gens qui pensent que ça prend des super pouvoirs ou quelque chose de particulier pour entarter. Là. Je vais briser ça tout de suite, ce mythe-là. Là, ça prend rien de spécial. Là. Je veux dire, n'importe qui est ici, là, autant qu'il y a de personnes ici, il y a autant d'entarteurs et d'entarteuses. C'est vraiment très, très simple. Là. On n'a pas idée. On a souvent l'impression que c'est un geste très compliqué à poser, mais ça ne l'est pas. Dans le fond, à part le fait d'avoir une tarte à la crème, qui se dissimule assez facilement de toutes sortes de façons, à part le fait d'avoir évidemment un sens de l'humour. Parce que si t'es quelqu'un qui n'a pas le sens de l'humour, peut-être que ça ne sera pas ta méthode d'action de prédilection. Mais sinon, je veux dire, nous, ils nous connaissent, on est suivis, on les avertit et on réussit quand même. Donc, je te dis que, premièrement, le travail premier d'un politicien, c'est de serrer des mains. En dehors de tout, c'est leur façon aux politiciens de faire semblant qu'ils sont proches des gens.
T'sais, ils ont besoin de figurants. Quand ils font des événements politiques comme ça, ils ne vont pas faire des dialogues avec la population, ils ne vont surtout pas demander aux gens qu'est-ce qu'ils pensent, là, parce qu'ils pourraient avoir des réponses et des questions un peu bizarres qui vont passer aux médias, puis là, ils n'auront pas l'avantage. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent à la population de venir en tant que figurants. Et donc, les figurants sont là, on sent la main des figurants. Et dans ce sens-là, on est tous des figurants, et il est très facile en tant que figurant de s'approcher avec une tarte à la crème d'un de ces hommes politiques-là. Je veux dire, écoute, Mario Dumont, là, la dernière fin de semaine, là, c'est ce qu'on disait dans le communiqué de presse, il était rendu qu'il faisait campagne dans des centres d'achat. Je m'excuse, là, mais je veux dire, un centre d'achat. Qu'est-ce que tu fais là d'un centre d'achat? C'est pas le genre d'endroit pour faire une campagne politique ben, en plein milieu de les galeries de la mode et compagnie, mais de deux, pour te montrer à quel point il est facile d'entarter ces gens-là. Et de deux, là, je te parle juste pour les chefs de parti, parce qu'en dehors des chefs de parti, la plupart des hommes d'affaires et compagnie n'ont pas de sécurité, là. Règle générale. Donc, c'est règle générale très, très simple d'arriver, d'entarter et de repartir. Nous, personnellement, on a à part quelques reprises où on est resté, on ne s'est jamais fait arrêter sur place. Je veux dire, on réussit à entarter et à s'en aller par la suite, et la police vient nous chercher parce qu'ils nous connaissent depuis longtemps, mais je veux dire, dans ce sens-là, donc, je pense que le geste d'entarter est beaucoup plus simple, et moi, je dirais que tu serais facilement capable de déposer une tarte dans le visage de la personne à côté de toi. Bon, c'est ton père. Oui, bien évidemment, il faut qu'il y ait mérite. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est dans notre tête que ça se passe. Si tu es capable de déposer une tarte dans le visage de ton voisin ou de ton ami, tu es capable dans celui d'un politicien. Je veux dire, la seule différence, c'est le pouvoir que nous, on accorde aux politiciens qui fait qu'on n'ose pas poser un geste comme ça. Mais une fois que tu reprends ton pouvoir entre les mains, c'est un pet là, aller déposer une tarte à la crème. Nous, comme on dit, on invite même les gens à le faire, à entarter le plus possible. C'est pour ça qu'on crée l'International et que tous les gens qui entartent sont bienvenus dans notre groupe. Comme par exemple, je vais donner un exemple, Tarte Vader, qui est son nom de code, qui est notre ami qui a entarté Jacques Parizeau, Tarte Vader. Oui, on a tous des petits noms de code comme ça. Je pense que notre entarteur, un des plus féroces, s'appelle Yasser Aratarte. On a Jacques Tarte aussi. On a tous décidé d'employer des noms de code comme ça parce qu'on ne voulait pas tomber dans une espèce de culte à la personnalité. Donc on considère que quand on vient parler au nom des entartistes, on parle au nom des entartistes et non pas en notre nom propre. Donc de savoir qui on est et ce qu'on fait à part de ça, on pense que c'est plus ou moins pertinent. Mais l'entartement, donc, pour nous, est à la portée de tous. Et d'ailleurs, on espère que ça va être prêt pour l'automne. On est en train de préparer un guide pratique de l'entartement où on explique vraiment toutes les étapes d'un entartement et comment vous pouvez vous-même fabriquer vos propres escouades tartiques avec 2, 3, 4 personnes, un petit peu de crème, parce qu'on ne fournit pas. En fait, c'est ça la réalité, c'est qu'on ne fournit pas. Il y a tellement de gens à entarter et on n'est pas assez nombreux. Il y a des tartes qui se perdent quotidiennement dans plein de municipalités à travers le Québec, à travers le Canada, à travers les États-Unis, à travers la planète en entier. Donc, nous, notre plus grande joie, encore une fois, comme on disait toujours, c'est de propager le plaisir de la tarte à la crème. C'est pour ça que je viens ici ce matin aussi. Nous, comme je dis, il n'y a rien de... Ça ne prend rien de particulier pour entarter, à part le sens de l'humour et l'envie de le faire. À part de ça, c'est d'une simplicité désarmante, vraiment. Et c'est à la portée de tout le monde. Et je pense d'ailleurs que ça a toujours plus de poids quand plus de gens se l'approprient. Nous, c'est sûr que quand il y a une tarte qui arrive à quelque part et qu'on n'est même pas au courant de c'est qui l'a fait, ça nous réjouit énormément, autant que si on l'avait fait par nous-mêmes. Pour nous, le but, c'est de propager l'entartement, qu'il y ait de plus en plus d'entartement et que ces politiciens-là se rendent compte que le mécontentement populaire peut leur éclabousser le visage n'importe quand, n'importe où. Et non pas venant seulement d'une petite poignée d'individus, mais de tout le monde, tout le temps. Donc, dans ce sens-là, nous, notre but premier, c'est d'inciter. J'espère qu'on a fait 2, 3 vocations de plus ici aujourd'hui, de gens qui... Je suis persuadé qu'il y a des directeurs d'école, des maires. D'ailleurs, c'est quand même le comté de Jean Charest ici. Non. L'autre bord de la rivière, Jean Charest. Qui, lui, pourrait être réentarté une deuxième fois parce qu'il a mal pris son hommage la première fois. Je veux d'ailleurs en profiter pour dire quelque chose qu'on ne s'est pas permis de dire, parce que Michou aussi nous traîne en cours.
Michou, qui n'était pas du tout visé par nos tartes, nous poursuit encore aussi pour voie de fait. Et je tiens à préciser une chose, c'est que si son valeureux mari ne s'était pas réfugié derrière elle en se servant de Michou comme d'un bouclier humain, Michou n'aurait jamais reçu de crème. Parce que Jean Charest, je m'excuse, moi personnellement, si Michou se présente, je vais voter pour elle bien plus que pour Jean Charest. Jean Charest, ayant vu qu'il s'agissait de tarte à la crème, je veux dire, il ne pouvait pas penser que soudainement c'était des talibans qui arrivaient là, pour y faire la peau. Là. Il a vu que c'était des tartes à la crème. Il avait déjà de la crème et dans un geste de bravoure incroyable, il s'est saisi de sa femme comme ça, puis il s'est caché derrière elle. On va mettre les photos sur le site internet bientôt, mais c'est de toute beauté de voir ça, vraiment. Donc vraiment, je pense qu'il y a des tartes qui se perdent. L'appellation de Pop-Tart, est-ce que ça vient du déjeuner, les deux grillades qu'on envoie aux Philippins, ou si c'est pour attaquer Kellogg, international, ou si c'est... Pour toutes ces réponses et d'autres, en fait, On aurait pu rester en anglais, Pop-Tart. Oui, non, mais c'est parce qu'en fait, à l'origine, mon premier surnom était Pap-Tart. Et j'ai pas tellement aimé à la longue parce que les gens commençaient à me considérer comme un pape de la tarte et c'était pas du tout l'allusion qu'on voulait faire. Donc on est plus allé vers Pop-Tart à ce moment-là. C'était juste une appellation. Oh, c'est juste des jokes faciles. Au niveau il n'y a pas de raison particulière. Comme je dis, on a Yasser Aratat, Jeanne Tarte, Tarte Vader, on a toutes sortes de noms de code, mais c'est plus pour l'humour de la chose que pour le sérieux. On n'est vraiment pas une équipe de la CIA avec oui, ici M16, M16 appelle R40. Vraiment pas, c'est plus pour l'humour de la chose. Ben, quand tu poses un geste de t'approcher d'un politicien, il y a différentes méthodes pour savoir si tu as des intentions belliqueuses. Par exemple, on peut envoyer une femme devant toi, puis la face installée devant toi. Si tu veux la tasser de force, ils vont sentir que tu vas poser des gestes. Alors là, à ce moment-là, tu vas devenir suspect. Une façon de faire, c'est de ne pas manifester tes intentions d'aucune manière. Et puis, une autre méthode, c'est d'arriver, de choisir, de sélectionner de ce qui se passe dans le médiatique, un événement qui fait référence à quelque chose de drôle. Moi, un an après l'événement du 11 septembre, je suis arrivé à l'hôtel de ville parce que j'avais constaté qu'il y avait une médiatisation qui allait prendre place sur les événements du 11 septembre. Alors j'avais le choix entre agir avant ou agir après. J'ai décidé d'agir avant. Je me suis déguisé en Oussama Ben Laden. Pour rigoler. Puis, tout le conseil, c'est esclaffé. Alors, si tu choisis quelque chose qui est vraiment marquant, on va te regarder venir à la rigolade. Puis là, tu peux agir bien plus facilement parce que tu fais. Tu prends tellement de place qu'on ne se méfie pas. Parce que ce que tu présentes est tellement. C'est sûr que c'est toujours circonstanciel. Tu vois, comme par exemple, nous, on a entarté le président éditeur de la presse à l'époque, Roger Deslandry. On l'a entarté pendant le premier gala des Oliviers, qui est un gala d'humour. Donc, c'est sûr que c'était un petit peu dur pour lui de mal prendre l'hommage dans un gala d'humour. Mais on a quand même réussi le tour de force où la plupart des humoristes disaient qu'ils ne trouvaient pas ça drôle, une tarte à la crème, ce qui était quand même, à notre avis, quelque chose d'assez particulier de voir un paquet d'humoristes dire « c'est pas drôle, une tarte ». Ce que je veux dire, c'est que d'aller voir sur le terrain qu'est-ce qui se passe sans voir nécessairement des intentions d'agir, ça peut t'aider à des façons de... Oui, mais encore une fois, je pense qu'il faut aussi enlever l'idée comme de paramilitaire. Je veux dire, t'as pas besoin, c'est vraiment pas une question d'agent secret que ça va faire une mission, là, parce qu'il y a des gens qui disent oui, ça pourrait être un assassinat politique. Je veux dire, la SQ nous ont même dit que finalement, les Hells Angels étaient intelligents, ils allaient prendre nos méthodes, ils allaient arriver avec une table et faire me semble, ou qu'avec le 11 septembre, on aurait peut-être des tartes à l'anthrax aussi, on s'est fait dire ça par les agents de la SQ. Mais je pense qu'il faut relativiser, là. Il ne s'agit que d'une tarte à la crème, et une personne qui va faire un entartement est un plaisantin. Donc, à partir du moment que tu es un plaisantin, tu vas la passer la sécurité. Je veux dire, si tu t'approches d'un homme politique avec l'intention de sacrer un coup de couteau, tu risques de paranoïer pas mal plus, puis d'être dans un drôle d'état, tu vas être comme... T'sais, quand tu y vas pour entarter, oui, tu as un certain stress, mais tu as le stress de ne pas réussir à entarter. C'est le seul stress que tu as. C'est plus ça le stress. Donc, tu n'es pas en train de rusher pour autre chose que ma tarte va-tu se rendre dans son visage. Oui, elle s'en vient. C'est le seul stress, sinon. Ben oui, il y a la photo aussi, évidemment, mais un minimum là, que ça soit capté, ça fait aussi partie de l'éthique de la tarte, évidemment, parce que sinon, malheureusement, on ne peut pas partager avec le plus grand nombre. Par exemple, il y a un individu à Montréal, à un certain moment donné, dont j'ignore l'identité, qui, dans un bar, a entarté Nathalie Rochefort. On l'a su
par la rumeur, on a appelé Nathalie Rochefort, ça a été confirmé, elle a été effectivement entartée. Mais il n'y a pas de photo qui a été prise de l'événement. On n'a aucune idée c'est qui la personne. Donc, malheureusement, la plupart des gens ignorent que Nathalie Rochefort a été entartée. Et à mon avis, c'est triste. Parce que je suis sûr qu'il y a plusieurs personnes qui se réjouiraient de savoir qu'elle aussi, elle a été entartée. Mais malheureusement, à cause de la photo, c'est pas le cas. Donc, il arrive quand même des entartements qui sont pas pris en photo. Mais nous, idéalement, c'est sûr, ça fonctionne toujours comme ça. Et même quand il y a des photos, ça ne veut pas dire... La plupart des médias ont nié l'entartement de Mario Dumont. Et pourtant, si vous allez sur le site, on a les vidéos de l'image, de la façon que Mario Dumont a esquissé sa tarte. Ouais, c'est ça. Elle est dans la barre des tâches en bas, à côté de démarrer, non? Ici? Ouais. Ah, tu l'avais déjà téléchargé. Ça, c'est Mario Dumont. On ne voit pas grand-chose. On voit avec la crème. On ne voit pas l'appartement, on voit seulement après. Tu vois, la plupart des médias, le lendemain matin, disaient que Mario Dumont n'avait pas été entarté, il avait esquivé une tentative d'entartage. C'est un peu la même chose avec Jean Charest aussi. Il y avait des médias qui étaient vraiment très pointilleux sur le langage, qui disaient que Jean Charest n'avait pas été entarté, il avait été éclaboussé de crème sur le côté du visage. Ce qui est comme une petite distinction étymologique, là, une nuance. Vous n'envoyez pas systématiquement des photographes de votre groupe? Vous n'avez pas pris cette habitude-là? Oui, il nous arrive d'avoir, règle générale, mais nous, on préfère travailler avec les médias directement, c'est-à-dire de travailler avec les gens des médias qui sont déjà là, parce qu'on va dans des événements qui sont déjà couverts, de un, et de deux, c'est aussi une forme de protection des caméras. Nous, on préfère habituellement travailler dans des événements médiatiques où il y a beaucoup de caméras. Je dirais que la seule fois où on a passé à deux doigts de manger vraiment de volée, c'est des gens qui nous ont amenés dans une salle à part, à l'extérieur, et de la foule et des caméras. Donc, règle générale, on essaie toujours de travailler. C'est pour ça aussi le nez de clown, parce que si on se fait frapper par des policiers avec notre nez de clown, on se dit que ça va être beau quand il va rentrer chez eux, le policier, puis sa fille va dire « Papa, pourquoi tu frappes le clown de la télé? » Les circonstances de l'entartage de Raël, c'était quoi? Ah! C'est plate parce qu'on l'a entarté 3 ans trop tôt pour tout le monde, en fait. Parce que c'était quand même une bonne circonstance pour nous, parce que c'était le 30e anniversaire de sa rencontre avec les Elohim. C'était le 24 décembre au soir. Pour te montrer à quel point les entarteurs ont été dévoués, le 24 décembre au soir, on est parti une petite équipe pour entarter Raël. Et en plus, non seulement ça, mais nous, on prend toujours la peine de se renseigner bien comme il faut sur les gens qu'on entarte. Ce qui fait que moi, j'ai lu le fameux livre qui dit la vérité, entre autres, là, pour être sûr de parler au même niveau que Raël. Oh boy! Et donc on l'a pas entarté, en fait, on lui a envoyé une soucoupe volante à la crème de la part des Elohim. Et déjà en 98, nous, ce qu'on dénonçait, évidemment, c'était parce que déjà en 98, la compagnie Clonade existait. Ils n'étaient pas encore aussi proches du canular, du clonage qu'ils sont aujourd'hui, mais quand même, ils s'enlignaient déjà vers ça. Donc, au niveau du regroupement, et comme c'était le 30e anniversaire de sa rencontre avec les Elohim, et comme aussi, on sait que le Québec est une terre fertile pour les sectes à cause de la loi qui permet aux sectes religieuses de déclarer religion. Au Québec, ici, n'importe quel secte peut être déclaré religion et donc avoir des droits assez particuliers, comme le droit d'emprunter, de fabriquer des bâtisses sans intérêt, sans être taxé, même le droit d'avoir des cimetières et d'enterrer des gens. C'est quand même assez vaste, là, c'est pour ça que Raël s'est installé ici. Et donc, nous, on l'a entarté pour dénoncer ça à ce moment-là, il y a quelques années déjà, mais c'était la même situation. Je pense que c'est juste qu'on était un petit peu en avance sur la conscience collective de cet individu-là. Mais maintenant, peut-être qu'on va faire Brigitte Boisselier, parce que Raël l'a extrêmement bien pris, je dois avouer aussi. Ses disciples l'ont très mal pris. Parce que moi, je suis revenu, on a quelques photos ici, parce que ce qui est arrivé, c'est que notre photographe avait de la misère. C'était la première fois que la personne qui prenait les photos venait à un entartement. Et donc, j'ai été obligé de revenir et de prendre Raël comme ça, sur mon bras pour prendre des photos. Et il est quand même considéré comme le Messie. Donc, j'ai commis un acte de lèche-messie, je ne sais pas trop. Et donc, ses disciples le trouvaient beaucoup moins drôle, l'entartement, que moi-même. Bon, là, ça ne marchera pas. Ça, c'est le fun d'Internet, ça fait ça. Ah, pourquoi? Bon, ben malheureusement. Je vous invite quand même à aller sur le site. Ça va être remis en ondes d'ici la fin de semaine. Le site est antartiste.ca, antartiste.ca. Vous avez une petite vidéo, je crois,
qui fait naturel. Vous avez, je ne suis pas du tout un organisateur, je crois que vous avez une cassette vidéo aussi que vous vouliez présenter. N'avez-vous pas un livre en vente à 9,99 que vous pouvez... Oh, on a une petite vidéo qu'on peut présenter, ça va faire. C'est les autres artistes qui se font embarquer. On va s'organiser pour que les arbres restent sur les feuilles. Ah ben, on y est goûté. Alors, dans le programme, justement, je leur ai Merci, c'est gentil. Thème. Bon. C'est gentil, merci. Non, mais au moins, c'est pas de la crème à barbe. On vous pour Stéphane. C'est ça que je disais, malheureusement, la vidéo n'est pas à jour. On l'avait fait pour le bénéfice quand on a été poursuivi par Stéphane Dion. Mais comme il y a une poursuite qui s'en vient bientôt et d'autres bénéfices, on aura sûrement le temps de faire une vidéo qui sera mise à jour avec la dizaine de tartes qui manquent après Stéphane Dion aussi. Une technique marketing pour cette là. Ben oui, c'est ça. Surtout qu'on vend en ligne, en règle générale. On est plutôt le genre copyleft que copyright. La cause que tu as président de ça? Je présente la Bourse de Montréal. Oui. Parce qu'évidemment, nous, entre la Bourse et la vie, on a choisi la vie. Manifestement. On doit terminer pour 1h30. Si jamais il y en a qui ont des dernières questions. C'est une question C'est maintenant l'heure de la rafale. Oui, vas-y. En attendant, je vais prendre la place tout de suite. Ta réflexion personnelle, Internet, plus pour le peuple, on le laisse-tu au gros ou on le fait, on se l'approprié? Ben, moi, je suis un petit peu partagé là-dessus parce que je m'occupe de... Je travaille dans l'Internet, je fais plusieurs sites Internet en dehors de mes activités d'artiste et je travaille beaucoup avec beaucoup de médias indépendants aussi pour organiser des structures. Donc, je te dirais que oui, effectivement, au niveau de l'Internet nous appartient pour l'instant. On est sur le même pied d'égalité que Cyberpresse et tous les autres gros médias qui ont peut-être l'avantage présentement au niveau du CRTC. Ils ont l'avantage des ondes hertziennes, mais pour les ondes Internet, pour l'instant du moins, parce que de plus en plus, on voit qu'ils veulent réglementer et empêcher cette liberté-là, qui semble justement, qui est en train de plus en plus de prendre de place. Mais je pense que oui, pour l'instant, il y a vraiment un pouvoir citoyen qui passe par l'Internet, oui. Tu vois, je te donnerai le meilleur exemple. Le film de Mario Dumont, L'Appartement. La plupart des médias ont dit que ça n'avait pas eu lieu, qu'il avait raté sa tape. Et moi, je peux te dire que le film a été téléchargé environ 2000 fois en l'espace d'une semaine. Donc, même si les médias ne diffusent pas Mario Dumont en entièreté, ben nous, on le diffuse, puis les gens qui savent où le trouver, les gens qui font un petit peu de recherche vont tomber dessus assez facilement. Autre question? Oui. Est-ce que certaines personnes de l'organisation sont sur une place surveiller son fichier, genre? Ben,
Ben, c'est par période. Tu vois, moi, comme je suis un petit peu visible, parce que je suis porte-parole pour le groupe, j'ai participé à plusieurs enterrements aussi, à la plupart. Moi, je suis personnellement fiché par les policiers. Mais moi, je te dirais que c'est par période. Tu sais. Comme par exemple, la SQ s'occupe de vérifier, de s'assurer de la sécurité des 3 chefs de parti. Donc, en dehors de ça, ils s'en foutent un peu, c'est pas leur mandat. Et c'est surtout, comme je dis, en période électorale. Comme je sais que quand les élections, j'ai été averti 3 semaines avant par la police que les élections allaient avoir lieu. Mais sinon, je pense pas que ce soit en permanence. Là, je dis, comme par exemple, quand on allait enterrer Raël, on ne s'est pas caché du tout sur nos lignes de téléphone. On se doutait bien que les gars de la SQ, ils s'en foutraient un peu qu'on enterre Raël. Même d'ailleurs, les gars de la SQ souvent nous l'ont dit, hein, que pourquoi vous n'entendez pas des vedettes puis des hommes politiques, ben, vous attaquez des gens puissants. Vous allez enterrer Jeffrey Loria, puis on va être content. C'est ça qu'ils disaient. Donc, eux-mêmes reconnaissent la validité de l'attente, c'est seulement qu'ils ne sont pas nécessairement d'accord avec notre choix de victime. On ne se retrouve pas nécessairement avec un dossier criminel. Ben, encore une fois, c'est pas systématique. Moi, personnellement, j'en ai un dossier criminel, j'ai été trouvé coupable. Mais, comme on disait, coupable de voie de fait, comme on disait, la judiciarisation n'est pas systématique. Parce que nous, sur je dirais, 30 entartés, il y en a 3 qui ont porté plainte. Donc, c'est quand même un faible nombre de gens qui sont prêts à être ridicules au point d'aller en cours avec une tarte à la crème. Ça reste quand même un faible nombre de personnes, mais effectivement, il ne faut pas cacher que c'est une possibilité que si tu tombes vraiment sur un crétin qui ne le prend pas, qu'il puisse te poursuivre en cours et à ce moment-là, tu es un dossier criminel. Mais moi, je te répondrais que ça ne fait pas grande différence, c'est qu'à mon avis, une des personnes les plus respectables qu'on a au Québec et bardée de dossiers criminels, c'est Michel Chartrand, qui est allé en prison, je ne sais pas combien de fois, puis je pense qu'on peut dire que c'est quelqu'un de très honnête et quelqu'un qui mérite tout notre respect. Donc, le dossier criminel, à mon avis, je pense qu'on paye des taxes pour ça, on devrait tous en profiter et tous en avoir. De toute façon, je te dirais que si tu mérites d'une façon ou d'une autre, tu vas finir par avoir un dossier criminel. Parce que présentement, je veux dire, c'est pas seulement la tarte qui est criminalisée, c'est toute forme de dissidence. Je veux dire, un exemple, à Montréal, il y a eu une manifestation contre le G8 il y a plusieurs mois, et il y a 180 personnes qui ont été arrêtées de manière préventive. Ça, c'est assez élevé, là. Quand tu dis que les gens, la manifestation pouvait partir à 18h, à 5h, à 6h moins 5, la police a arrêté 180 personnes de façon préventive. Écoute, au Canada, on est supposé de fonctionner que tu n'es pas coupable d'un crime tant que tu ne l'as pas commis. Là, je veux dire. Et là, on a arrêté 180 manifestants qui allaient manifester contre le G8 de façon préventive et qui sont tous retrouvés avec des amendes de 180 $ chaque, je crois. Alors que manifester est un droit enchâssé dans la démocratie, dans la Constitution. Donc, peu importe de quelle façon tu manifestes, que ce soit par la tarte à la crème ou par la manifestation pure et simple, tu vas finir par te retrouver avec un dossier criminel. C'est ce qu'on fait présentement. Je pense qu'à cause du terrorisme et du 11 septembre, la plupart de la classe politique s'est dit que la dissidence idéologique était la première marche du terrorisme. Et donc, ils frappent la dissidence idéologique avec le même discernement qu'ils frapperait le terrorisme. Donc, dans ce sens-là, je pense que dès que tu passes en dehors du système aujourd'hui, tu es inévitablement appelé à être criminalisé.